Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP, bienvenue en Ligue française de League of Legends, avant-dernière soirée du Summer Split 2021, avant-dernière soirée de saison régulière tout court. Pour cette merveilleuse année, je suis rejoint ce soir pour un pré-show dantesque, un pré-show où il va y avoir beaucoup de réponses à énormément de questions que nous nous sommes posées tout au long de la saison, notamment la fin probable, très probable de cette course au top 5, ici même dans cette très belle ligue, et pour m'accompagner, eh bien, de très beaux bonhommes, bien sûr. Tréton, bonsoir, Tréton barbu et de bleu vêtu. Ouais, et en pleine forme aussi, en pleine forme, malgré la soirée d'hier, je suis vraiment très très chaud pour cette journée de LFL qui s'annonce haletante. Merci de m'avoir laissé le pré-show d'hier, bien sûr, à moi tout seul, moi qui n'ai pas été en soirée. Marex, bonsoir, un autre commentateur sérieux. Ouais, bah écoute, ça va, content de voir comment la LFL se déroule. En plus là on va arriver dans les matchs assez importants où on va pouvoir gratter des petits points dans le haut du ladder pour les EU Masters, etc. Après il y a évidemment le LEC qui arrive, playoff, qualif pour les Worlds et tout, il y a du lourd. Ouais, il se passe énormément de choses, et si on reste bien sûr dans notre contexte de LFL, nous jouons plusieurs choses. Aujourd'hui notamment le top 5 en playoff. Ensuite il va falloir bien sûr départager nos équipes pour savoir qui aura la meilleure place dans ce top 5, sachant que les récompenses sont nombreuses. On a bien entendu des matchs plus faciles en playoff, enfin des matchs moins nombreux plutôt, je devrais dire, en playoff, et également une qualification directe ou indirecte en EU Master, c'est-à-dire soit directement en main stage ou soit par cette fameuse trajectoire des play-ins que Tréton connaît très bien. Ouais, bon, écoute, c'est quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné pour moi et qui en général fonctionne pas très bien pour Vitality aussi au spring précédent. Absolument, donc on va parler de tout ça ce soir, mais avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet, on se remet en mémoire ce qui s'est pu se passer hier soir. Et hier soir il y avait bien entendu des dingueries, il y avait la Karmine Experience dont on va un petit peu parler pour conclure ce récap. Mais on commence par la série de victoires du Phoenix Bleu du Sud, messieurs, c'est pas rien quand même. Ah, c'est clairement pas rien du tout, et c'est une victoire qui est très bien pour eux, mais surtout très dure pour les BDS qui étaient en face, parce que eux de leur côté cette victoire était cruciale pour pouvoir espérer encore une fois aller au playoff, et du coup perdre ce match terrible. On avait draft quelque chose qu'on n'aurait pas trop imaginé forcément côté BDS avec ce Rise, et en face une draft assez particulière. On aura peut-être le temps d'en reparler tout à l'heure. Ouais, on reparlera notamment du pick Syndra qui est redevenu extrêmement important. Misfits première contre MCES. Ici, nous ne jouons pas forcément des choses vitales. Bon, les Misfits avaient quand même une victoire à sécuriser pour accéder au playoff, mais on y croyait de manière générale. On y croyait pour les Misfits dans la globalité, mais tout de même, elle était importante cette victoire. Elle a été très clean de leur part, et une victoire vraiment très prudente, j'ai envie de dire, du côté des Misfits, qui ne sont pas du tout emballés, qui ont juste bien snowball leur match. Et c'est dommage du côté des MCES, qui pourtant avaient fait un bon early game, mais qui se sont totalement éteints en mid-game. Ouais, effectivement, gros shutdown. On a perdu un petit peu cette grinta. Gamers Origin contre GameWard. Là, c'était un match, l'issue était simple, le perdant, pas de playoff. Exactement, un match assez mouvementé, il y a eu beaucoup de kills dans cette rencontre. Toukoui qui réitère avec le pick Oriana, c'était très bien passé pour eux. Une partie un petit peu chamboulée des deux côtés, mais on a su partir gagnant pour les GameWard. Il y a encore une petite once de chance potentiellement pour les playoffs côté GameWard, mais bon, il va falloir tout gagner et espérer aussi que les LDLC lose, mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Ils ont joué leur jeu sur ce match. Le Aphelios de Elam, la Oriana de Toukoui, on a déroulé et c'était clean globalement. Et des Gamers Origin qui ont été suragressifs, bien entendu, on aura l'occasion de glisser quelques mois après. Le Classico, bien sûr, match retour, Karmine Corp contre Solari, et comme ça devait être le cas, ils termineront la saison régulière à 2 victoires partout. 2 victoires partout, en effet, une climatisation pas aidé Congrès, mais tout de même un très bon match entre les deux teams, et surtout un très bon match de Solari avec un Scarlet et un Sa extrêmement dominant. Le pick de Syndra botlane qui a fait la différence ici. Globalement, en termes de draft, on a été surpris par la draft de la Karmine avec ce Zach et aussi cette rotation Camille, Renekton. On a beaucoup parlé en termes de draft. Ils n'ont pas forcément réussi à faire fonctionner leur composition, et derrière des Solari qui ont juste bien snowball, qui ont acheté des stopwatch sur les bons timings, et un Elif qui a été très bon en peeling avec son Tamekench dans les teamfights. On est d'accord, des Solari extrêmement solides et une draft Karmine qui n'a pas eu l'air de les mettre dans les meilleures dispositions. Double victoire donc pour Solari, bien sûr, avec le côté événementiel. LDLCOL contre Vitality. Match importantissime, bien sûr, après la déception de LDLCOL à Aix-en-Provence. Il devait gagner ce match pour assurer un maximum de chances pour les playoffs, et ces chances, ils les ont entre leurs mains. Tout à fait, LDLC honnêtement de plus en plus convaincant, toujours au point au niveau des drafts. Ils arrivent à l'emporter contre les Vitality, et honnêtement ils ne cessent de gagner en puissance au fil des semaines, et bon, les playoffs sont pas encore faits, mais s'ils y accèdent, honnêtement je pense que c'est une équipe qui peut aller très loin et surprendre, parce qu'avec la réserve qu'ils ont au niveau des drafts, ça aura beaucoup
de poids au niveau des BO5. Donc attention à cette équipe qui honnêtement pourrait se révéler comme très très puissante et se relever, aller encore accumuler peut-être les titres pour LDLC, on ne sait pas. En tout cas on va les suivre de près cette semaine et notamment aujourd'hui parce qu'il faut d'abord verrouiller les playoffs tout de même. LDLCL qui n'est pas étranger avec les victoires en LFL, en double titre bien sûr en 2019, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. La Carmine Corp donc toujours en première position. Si la Carmine Corp remporte son match ce soir, eh bien c'est automatiquement validé numéro 1 du Summer Split de LFL et donc les EU Masters sans passer par la phase de play-in. Vitality, on a le droit de rêver bien sûr, mais c'est la Carmine qui a les cartes en main. Pour Missus Première également envisageable et pour les Solari aussi. Tout est entre les mains de la Carmine, mais des scénarios multiples existent pour cette première place. Ouais, pas mal de choses sont possibles pour la première place en effet, mais je pense que c'est surtout Vitality B qui va devoir essayer de calmer un petit peu le retour en forme des Misfits et des Solari. Attention aussi à ne pas se faire chipper cette seconde place qui est tout de même très très importante au classement. Honnêtement pour les playoffs, certes il y a cette place de 5ème qui est importante team avec LDLC, BDS et GameWorld, mais aussi les places dans les 5 sont très très importantes avec le format de la LFL. Et on termine pour l'instant le top 5 avec LDLCOL. On est quasiment validé en playoff, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord on commence par parler du champion ou de la championne, on peut peut-être l'appeler comme ça, qui a fait sensation hier soir en LFL et qui est de retour et qui va certainement influencer grandement la metagame pour cette fin de saison. On veut bien sûr parler de Syndra. Bien sûr, Syndra qu'on nous connaissons extrêmement bien. Elle a dominé toute l'année 2020 sans presque qui que ce soit qui puisse arriver à sa cheville. Tout à fait, il y avait eu un gros nerf sur Syndra, on avait beaucoup diminué le mana de son Q-spell, qui faisait que elle pouvait mettre beaucoup trop de pression, farm tranquillement, avoir une très bonne tenue de lane, que ce soit en bot lane ou en mid lane, et Riot n'y est pas allé dans la demi-mesure. Là quand ils l'ont re-up, ils n'ont pas fait l'entre-deux, j'ai pas trop compris, ils l'ont vraiment remise comme avant. Du coup c'est la Syndra d'avant, très puissante dans la méta, sauf qu'entre deux, il y a eu des petits buffs de spike d'early game, notamment le Luden, etc., qui conviennent parfaitement à la manière dont fonctionne ce champion. On veut vraiment aller spike sur spike pour toujours avoir assez pour one shot, et du coup au final Syndra revient un petit peu comme avant, voire même un peu mieux avec les changements qu'il y a eu entre temps sur les items. Donc très solide, élément super important en draft, ça peut être flex en bot lane comme en mid lane, donc et c'est de la paix potentiellement en mid lane, donc ça permet beaucoup de choses. Et ça donne une réponse au pic de Ziggs qui était super fort dans la méta actuelle, donc vraiment Syndra qui prend le pas, j'ai envie de dire, même sur Ziggs, qui sera sûrement first pick maintes et maintes fois ce soir. Ouais, pas ban. Si pas ban, et effectivement on l'attend à beaucoup la voir du côté des bans. Donc même coup en mana que durant l'année 2020, les items, alors l'écho de Luden, le Liandry qui coûtait exactement la même chose en 2020 en réalité si on compare les prix, mais cette année ce sont des objets mythiques, le petit passif. Le rub qu'il y a eu, pas ce patch là mais avant avec les 200 gold en moins, surtout les items. Ça remet au même niveau qu'en 2020. Et du coup ça fait que le champion est héros super fort. C'est 2020. Il y a un saut noir qui est broken, etc. Donc il y a les mages qui sont en train de revenir en puissance actuellement sur la faille avec en priorité Syndra. Donc voilà, elle a dominé toute l'année passée, donc on peut s'attendre à ce qu'elle soit désormais incontournable. C'était important d'en parler pour vous prévenir un petit peu du retour en force bien sûr de ce mage. On va parler maintenant des playoffs, forcément c'est un petit peu le sujet de la soirée, et regardez un petit peu du côté des scénarios. Alors vous le savez, les Misfits et les Solari ont validé leur place avec leurs victoires respectives hier soir, et les LDLCOL, bon, on rappelle que cette affiche, c'est le pourcentage d'accès aux playoffs ou d'accès à un tie-break pour jouer les playoffs. C'est pour ça qu'on a des pourcentages assez particuliers. Il n'y a pas l'issue de ce match de tie-break qui est pris en compte par la statistique. C'est-à-dire qu'on clinch le match, mais il n'y a pas de mot sur l'issue. Soit on joue un tie-break, soit on est directement dans les playoffs, et du coup les LDLCOL qui sont quasiment assurés de jouer au minima un tie-break pour s'y qualifier. Du côté des GameWorld et des BDS, il faut juste croiser les doigts maintenant, parce qu'en plus la LDLC, en termes de calendrier, aujourd'hui, ça devrait être une victoire. Oui, par rapport à ce que tu disais, c'est pour ça qu'on a le même score pour BDS et GameWorld 7-9, mais pas forcément le même pourcentage à côté, c'est par rapport au tie-break possible, etc. Parce que quand une équipe a gagné 2-0 contre l'autre équipe en head-to-head, elle gagne directement, et du coup, pas de tie-break. Exactement, il faut une égalité en saison régulière pour provoquer une égalité et donc provoquer une séparation par un match supplémentaire. On avance sur l'agenda d'aujourd'hui, c'est bien ça, Carnage ? Oui, allons-y bien sûr. Et justement, on va avoir la réponse à notre question. On va peut-être connaître nos 5 équipes en playoff dès le premier match, puisque les LDLCOL feront face aux Easy Dream, mais des Easy Dream en série de victoires. Attention Phoenix, avec en plus Silam qui a fait un petit tweet sur Exakick, etc. Il y a un peu de rivalité forcément entre les deux carrières français, et globalement les Easy Dream qui jouent véritablement
bien actuellement. Là où du côté de LDLCOL, c'est une game qui met énormément de pression puisqu'il faut absolument la remporter. On est bien d'accord, second match de la soirée Vitality contre GameWard. Les GameWard sauront à ce moment-là s'il leur reste encore une chance pour accéder aux playoffs. Donc la motivation peut être assez variable. Celle des Vitality restera bien sûr inchangée. Toujours les yeux portés sur les European Masters. C'est également le cas des Solari et des Misfits premières qui vont s'affronter. Un match extrêmement important pour la course à ces EUM. Tout à fait, au niveau du top 5, on va se battre pour chaque victoire peut compter, peut éviter un BO5, éviter de révéler des choses pendant la remontée du bracket pour les playoffs, se rapprocher des EU Masters, ne pas dévoiler aussi ses pics, vu que un BO5 de moins à jouer. Donc vraiment, ces petits BO1, c'est des petits BO1, mais niveau répercussion pour la suite, pour les playoffs, EU Masters, comme tu en as parlé, c'est super important. Un match peut sauver d'un best of 5 tout simplement. On aura également BDS contre Karmine. Si la Karmine Corp parvient à vaincre l'équipe des BDS, elle sera officiellement première de LFL et aura donc déjà le prestige, bien évidemment, et surtout la place directement validée en EU Masters sans passer par les play-in. Voilà, donc un match évidemment très important, d'autant plus que les BDS ne jouent pas à effectif complet aujourd'hui. Tout à fait, ils joueront sans Ice Bisto, sans Aibo sur la top lane, qui pourtant fait vraiment de très belles performances, mais ce sera Shemek qui va du coup prendre sa place, qui fera son retour en LFL, donc très content de le revoir performer. En plus contre Cabochard, ça va être un match-up super intéressant à suivre. On va voir, parce que Shemek, le dernier match qu'on a en mémoire, c'était Monaco, me semble-t-il, avec un Renekton Rédemption. Oui, on se souvient de la méta Maokai de Shemek avec les Gamers Origin. D'ailleurs, il a fait un tweet humoristique à ce propos. Mais écoute, je suis curieux de savoir aussi ce qu'il va jouer en confiance ou non avec cette équipe de BDS. C'est devenu animé la top lane. On espère que notre ami Shemek sera très en forme ce soir. Et on terminera bien sûr avec MCES contre Gamers Origin. Là, il n'est pas question de playoff, bien entendu, mais il est question de relégation actuellement. Seul Easy Dream est validé en relégation et devra irrémédiablement jouer contre les meilleures teams de Division 2. En ce qui concerne MCES et Gamers Origin, c'est encore indéfini et si Gamers Origin remporte son match direct face au MCES, ils éviteront les relégations et donc propulseront les MCES bien au même endroit que les Easy Dream. Donc match évidemment avec un énorme enjeu. On parlait de Easy Dream, on continue d'en parler pour commencer nos focus et on va parler de Easy Dream dans leur victoire. Vous voyez ici à gauche, Easy Dream depuis Aix-en-Provence. C'est la première série de victoires dans ce Summer Split de Easy Dream puisqu'ils avaient remporté leur premier match contre les BDS, avaient tout perdu entre deux, ont récupéré bien sûr la victoire à Aix-en-Provence et ont également pris le 2-0 contre BDS. Ce qui est intéressant, c'est si je dis pas de bêtises, le goal différence à 15 minutes est quasiment nul pour cette équipe quand ils gagnent les matchs. C'est assez surprenant parce qu'une équipe qui a aussi peu de victoires, on pourrait se dire que sur pas mal de phases du jeu, ils sont en dessous, etc. Mais pas du tout, parce que là, on les voit juste quand ils ne manquent pas leur early, ils arrivent à empocher des victoires derrière, et c'est assez surprenant finalement. Dans toutes leurs victoires, ils n'étaient pas spécialement devant en early game, juste ils ont tenu le truc, et derrière en mid late game, c'est une équipe qui n'a pas l'air mauvaise, quoi, tout simplement. Comment on explique ce revirement un petit peu ? Vous avez vu quelque chose qui a sensiblement changé ? Plus de confiance, ça joue beaucoup mieux du côté de la botlane aussi, je pense, du côté de Silam et de Rock, ça se trouve en teamfight, ça va être de bonnes engages, ça va c'est des bonnes personnes et le DPS de Silam est vraiment très très bon. Je pense que c'est une équipe qui se trouve un petit peu aussi avec le côté de la top lane. Shikari fait de bien meilleures phases de lane que ce qu'il a pu faire durant les défaites de Easy Dream où il était vraiment à chaque fois assez derrière. En top lane, quand tu es derrière, c'est dur de revenir dans un match. Donc globalement, tu as juste des meilleures phases de lane et un teamfight qui est mieux négocié par la botlane, ce qui fait que les Easy Dream sont en train de revenir avec un spécial qui, de mon point de vue, joue toujours plutôt bien. Très bien, eh bien on va voir si ce sera suffisant parce que, comme vous le savez, ils joueront contre les LDLCOL. Alors, pas de comparatif de stats entre les deux équipes, Easy Dream ayant bien sûr un track record assez négatif, ce ne serait pas extrêmement pertinent. Donc, on va plutôt se concentrer sur certains pics, certaines situations signatures du côté de LDLCOL. On va commencer par Eika. Forcément, hier soir, il nous a béni d'un nouveau Xerath. Alors, Eika, c'est pas vraiment la même chose en termes de match control que ses homologues. Vous voyez ici ces stats par exemple de Oriana Victor. Et contre ces deux champions, eh bien, à 2 reprises, il a sorti le Xerath et observé plutôt les statistiques massives de ce Xexe qui n'est pas lane dominant tout de même, il faut le préciser. Tout à fait, et sans être forcément lane dominant, 1K de DPM, c'est juste énorme. C'est juste merci à lui pour ça. C'est assez ouf, honnêtement, il est capable de tout jouer, Eika. Le Xerath, il l'a déjà sorti plusieurs fois, mais
c'est ça qui fait vraiment la force des LDLC, c'est que c'est à peu près pareil aussi sur les autres lanes au niveau de la top lane notamment. C'est qu'ils peuvent tout sortir et Aika il l'a prouvé plusieurs fois cette saison, que ce soit la Gwen, le Xerath, enfin tous les champions il est capable de les sortir. Il a joué 9 champions. Voilà, et quand tu prends en compte qu'en plus de ça il peut 1v9 une game avec Xerath, ça devient très vite très difficile de draft contre eux et le joueur est très régulier honnêtement. J'ai pas le souvenir d'une game où il s'est manqué cette saison. Peut-être une game par exemple de Azir où il a peut-être un peu pu moins faire etc, mais il a quand même été bon et à toutes les games il a su être très bon et réussir à maintenir ce niveau de performance en LFL contre des bons joueurs, sachant que tu as joué 9 champions différents, c'est vraiment pas facile. C'est pas donné à tout le monde, honnêtement. Il faut le préciser, c'est un retour de Eka, retour depuis l'Amérique du Nord, qui n'a vraiment pas été clémente, en plus d'être boosté avec notre cher Jérémy. Oui, ils ont pas été cool et ça a senti que ça l'a un petit peu touché, même en Spring Split, on le voyait en termes de niveau de jeu, il était pas forcément sous son meilleur jour. Là, c'est vrai qu'en Summer, il joue véritablement très très bien. Et son Xerath, je suis très intéressé par la manière dont il le joue, parce qu'il joue pas véritablement avec du poke sur le Q et sur le Z. Il joue vraiment très reculé avec des ultimates qu'il arrive à toucher en permanence. Avec Gangplank. Voilà. Ce qui fonctionne super bien. Gangplank. Exactement, ce qui fonctionne très très bien en duo et ce qui permet au LDLCL à chaque fois en mid-game de dépasser totalement l'équipe adverse parce qu'il y a quasiment aucun counterplay parce que Eka est super précis sur les skill shots. Parce que les gens sont ralentis également par l'ulti GP, il faut quand même le dire. Il est quand même précis. Ne retirons pas à Dan sa participation, mais on a vu le combo effectivement à plusieurs reprises. Écoutez, à chaque objectif, ulti GP, ulti Xerath, et on est obligé de prendre ses jambes à son cou. Tu joues contre ça, t'as clairement envie de péter un plomb. On est bien d'accord. Alors on va continuer sur un autre champion, un autre joueur. Là, je m'adresse plutôt à toi, Tréton, parce qu'il s'est beaucoup exprimé dessus. Notre ami Exakik, c'est un fanboy d'Aphelios. Donc on s'intéresse un petit peu à Aphelios. Donc en Summer, il n'en a joué qu'un seul. Donc le 100% win rate, bien sûr, il est tout à fait adapté. On le compare avec la moyenne de la ligue. Est-ce qu'il surperforme? Est-ce qu'il surperforme pas? Qu'est-ce qu'on en pense de ce Aphelios d'Exa? Est-ce que c'est vraiment le clutch factor qui va leur permettre peut-être d'avoir un run de playoff tout à fait glorieux? Je pense que c'est le meilleur laner avec Aphelios d'assez loin de la ligue, puisqu'il a vraiment testé le champion et les limites jusqu'au bout. Le truc, c'est que la seule fois où il l'a joué, en l'occurrence, il n'avait pas une composition qui lui permettait en mid-game de faire véritablement la différence. Et c'est ça la question que je me pose avec Exakik toujours, c'est que je pense que ça peut être vraiment un très bon laner. Je pense que dans certains teamfights bien placés, il peut faire le travail, mais toujours sur le côté mid-game, teamfight, positionnement, où il peut avoir des petits pépins de temps en temps, il peut se faire catch un petit peu, il s'est fait catcher hier avec Aphelios. C'est là où il doit s'améliorer de mon point de vue, et si de base il est bien positionné dans un teamfight, sur le papier c'est un joueur capable de faire la différence, et c'est là-dessus qu'il doit travailler absolument. Ouais, très intéressant ce pick d'Aphelios, souvent joué, c'est drôle parce que c'est aussi souvent joué par les joueurs de Draven, et d'ailleurs Exakik le joue, c'est un petit peu comme Hansama. Ce que j'aime bien avec ce genre de pick, c'est que c'est pas vraiment comme les autres champions AD Carry où tu vas avoir une constance et facilement jouer à l'instinct. Parce qu'en fait, tu as toujours un facteur clutch où tu vas faire une rotation pixel avec 3 armes que tu auras bien préparées. Tu dois calculer le nombre d'autos, calculer quand va avoir lieu le fight pour potentiellement faire ce petit truc mécanique qui peut faire la différence sur un fight et permettre de gagner une game. Et c'est pour ça que je pense que c'est dur à jouer, ça demande beaucoup d'efforts finalement de jouer Aphelios en cherchant vraiment à le min-max comme on dit. Il faut être prévoyant, voilà, on va essayer de voir dans le futur. On peut pas juste se pointer là et wave clear avec sa meilleure arme à l'aube d'un Baron Nashor. Puis c'est l'un des rares champions, et là c'est là où je rejoins totalement Marek, je pense qu'il y a Draven, Kalista et Aphelios, c'est 3 champions qui sont un peu des champions d'OTP sur le papier. En botlane, c'est les rares champions ADC qui ont vraiment des mécaniques qui sont tellement particulières que tu es obligé de spammer les champions pour bien les comprendre. Et en l'occurrence, c'est les 3 meilleurs champions d'Exakik, c'est ce qui joue le plus, et c'est plus ou moins une méta où on peut sortir du Draven aussi. Je serais curieux de voir un Draven côté Exa, ce qui est tout à fait possible de ce qu'il m'a dit. Petit combo GP Xerath Ulti Draven. Let's go. Ça peut être vraiment pas mal, hein. Ça peut être vraiment très très sympa. On enchaîne avec le Carmine contre BDS. On sait que c'est un match important. Voilà, on a traité le Easy Dream LDLC OL comme nous le pouvions. Et maintenant, K-Corp contre Team BDS. Alors, je vous explique un petit peu ce que vous voyez à l'écran. Week 5 à Week 8, donc c'est simplement le second round robin. Ce sont les matchs retour. On est tous au courant que la Carmine a fait 9-0 au match aller au pluriel. Mais au niveau des matchs retour, ça se passe pas si bien que ça, car on est en dessous, messieurs, des 50% de win rate. Depuis cette Week 5, depuis la fin de la win streak de Carmine, on est à 3 victoires, 4 défaites. Et d'ailleurs, c'est surpassé par les BDS qui, eux, sont à 4 victoires pour 3 défaites. Ouais, ils font une meilleure seconde partie de saison, les BDS, très clairement. Et du coup, de la Carmine Corp, on peut en plus se demander ce qu'il se passe tout de même, parce qu'ils ont tout de même pas mal de mal dans beaucoup de parties. En termes d'early game, surtout, ils sont beaucoup moins convaincants qu'ils ont pu l'être. Est-ce que c'est des drafts? Est-ce que c'est l'équipe qui joue moins bien? Je pense qu'honnêtement, c'est l'équipe qui joue un peu moins bien. Et les autres équipes de LFL qui ont step up. Et en early, ils n'arrivent plus à dépasser autant, ça que n'arrive plus autant à Rome aussi. Ils sont beaucoup plus bloqués. Je pense que les autres équipes ont aussi compris un petit peu comment la Carmine jouait et arrivent à leur remettre quelques bâtons dans les roues.
Marek, qu'est-ce qu'on en pense? Carmine qui ralentit ou est rattrapé ou autre chose peut-être? C'est un petit peu dur à dire, mais ils ont eu une année très rythmée avec voilà tout ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y a, c'est peut-être inconsciemment, on se repose peut-être un petit peu du côté de la Carmine. On voit quand même qu'il y a quand même pas mal de chances qu'ils accrochent la première place. Je pense qu'ils peuvent se le permettre. L'important dans tous les cas, ça va être de show up. S'ils ont la première place, ils auront juste un BO5 à gagner. Et finalement, cette LFL sera terminée et on retiendra simplement qu'ils l'auront gagné. Donc voilà, peut-être que sans forcément s'en rendre compte, on regarde un petit peu d'énergie, on fait un petit peu moins les heures, parce que par rapport aux autres équipes, elles ont vraiment faim d'aller chercher ces playoffs, faim d'aller les accrocher, faim d'aller plus loin, alors que la Carmine, voilà, ils ont un petit peu déjà validé tout ça. Moi, je les vois bien revenir vraiment en puissance durant les playoffs et pour la suite, EU Master vraiment de à croisière un petit voilà. peu. Très je bien. les vois bien revenir à bloc en vrai pour la suite. Puis il y a quelque chose qui a pas mal changé entre Spring et Summer, c'est qu'au Spring ils ont eu un bootcamp assez long, si je dis pas de bêtises, qui leur ont permis de jouer ensemble, de se retrouver, etc., qui leur ont donné une nouvelle dynamique pour redémarrer le split de la plus belle des manières. Ça fait un petit bout de temps qu'ils n'étaient pas en bootcamp. Là, ils sont revenus en bootcamp. Il y a 4 joueurs qui sont ensemble actuellement sur Paris, qui traînent à fond. Et donc sur le papier, normalement, le niveau de la Carmine va peut-être remonter grâce à ce bootcamp qu'ils utilisent normalement plutôt bien. Donc une gestion intelligente, selon vous, un petit peu de l'endurance des joueurs pour ne pas les burn-out, parce qu'il reste quand même beaucoup de choses en théorie dans l'agenda de la Carmine. Écoutez, c'est une approche tout à fait fair. Ils sont quasiment en EU Master et c'est ça qui est en réalité pour la Carmine. Ce qui est important, c'est d'être en finale instantanément de la LFL. Une victoire, il en suffit que d'une seule pour les sécuriser. Et après, s'ils sont en EU Master et qu'ils peuvent défendre leur titre, c'est parfait pour eux. Très bien. Eh bien, ainsi soit-il. On va voir bien sûr s'ils seront toujours en forme ce soir, parce que s'ils remportent leur match encore une fois contre les BDS, eh bien c'est une première place automatiquement validée. Mon cher Tréton, on a fini sur la Carmine. On va continuer sur la Carmine parce que tu nous as préparé un petit team fight tout à fait à la loupe. Et il me semble qu'on avait beaucoup hurlé sur ce fight d'ailleurs. Ouais, on avait beaucoup hurlé. Je crois que c'était avec Marex qu'on le castait. On avait vraiment crié dans la salle. Et ça va être une loupe un petit peu particulière parce que ça va pas vraiment être une loupe de team fight. On va pas voir exactement tout ce qui s'est passé. On va surtout regarder ce qui s'est passé avec Saken. Si vous vous en souvenez, c'est bien évidemment le play avec son set qui est très important. Comment il a pu outplay les Vitality alors que sur ce timing, les Vitality étaient bien dans le match. Ils avaient le premier dragon, ils avaient 2 K-Gold d'avance, ils étaient vraiment au-dessus avec en plus une composition à base de Kalista jouée par Smiley. Donc sur le papier, encore une fois, ce teamfight ne pouvait pas être gagné, mais Saken trouve le clutch, il arrive à trouver le trou de vision qui fait la différence, et c'est justement de ce facteur clutch de la Carmine que l'on va discuter un petit peu dans cette loupe. Quel énorme banger. Mais après, bien sûr, je pense que les détracteurs vont beaucoup parler de la vision dans ce move. Et on parlera beaucoup de vision, et on le voit, hein, le set de Saken, il est niveau 11 certes, mais il est pas très bien, il a juste un item avec son estropieur, ok certes, il a son aile de mercure, on voit évidemment qu'il joue fleet dans sa phase de lane sur la mid lane, c'est important pour tenir le sustain, mais c'est pas un set qui est fait du tout, c'est même un set qui est mal dans son match, et quand tu es mal dans son match en tant que joueur, faire le play qu'il a fait, c'est impressionnant en réalité. Il faut toujours arriver à être lucide, conserver les opportunités. Et en plus, c'est pas vraiment un champion qui est au top de sa forme en ce moment. Oui, clairement. Alors on va le voir ici. Le push, il est pour Vitality. C'est bien joué de leur part. Cabochard, il est très loin avec son Viego, il est loin d'arriver dans le fight. 10 secondes avant le dragon, les Vitality vont aller prendre de la vision, ils vont aller prendre du contrôle. Il y a une ward du côté de la Carmine par contre qui est très importante, vous pouvez la voir entourée en blanc au milieu de l'écran, qui va donner beaucoup d'informations sur les Vitality B, qui va leur permettre un petit peu de manœuvrer tout de même et de pas non plus être en véritable face check actuellement. Et c'est la seule ward qu'ils ont d'ailleurs, les joueurs de la Carmine. La seule ward qui est vraiment importante et qui est oubliée, c'est un petit peu dommage. On va voir en plus que Diplex essaye de trap dessus intelligemment, mais comme il a vu, ça n'a pas forcément fonctionné. On voit Huslin qui se prépare avec 2 pink wards. Les Vitality ont vraiment un setup qui est rêvé en réalité. Cabochard qui n'est toujours pas là en plus de cela, donc la Carmine va devoir faire check quasiment à 4. C'est très difficile à jouer pour eux, mais on va le voir, ils vont le faire intelligemment et tout doucement, surtout ne pas se faire piéger par la boule d'Oriana. Voyons voir, parce qu'effectivement, marcher dans les buissons, on n'a pas le contrôle. C'est un très bon scénario de Shockwave. Et là, directement, on envoie une flèche du côté de Mati qui connecte sur SLT. L'ultimate de Rumble de Syncroft peut être un petit peu précipité pour poke ici très tôt dans le fight. Du coup, on perd l'ultimate. Les Vitality vont juste reculer, temporiser. Attention tout de même à Huslin qui se retrouve un petit peu isolé de par cette ultimate de Rumble sur ses coéquipiers. Oui, on va voir, ça fait pas vraiment énormément de dégâts, on a beaucoup de boucliers chez les Vita. On a beaucoup de boucliers, on a bien tenu, Huslin va pouvoir enchaîner directement avec une petite engage, mais il est seul contre tous, il ne pourra rien faire ici, il va forcément se faire contrôler. L'ultimate du Varus qui est parti, qui a été manqué malheureusement, le combo aussi de Star qui est parti, et ça fait déjà 2 ultimates en moins pour la Carmine, donc pour les Vitality, pas d'ultimate Rumble, pas d'ultimate Varus, sur le papier, on se dit c'est un fight gratuit, et même on se dit peut-être que la Carmine va sûrement reculer, on a juste à ultimate ici du côté de Smiley, qui a sa Kalista, qui peut largement faire sortir son support de ce fight, ça fait un ultimate contre 2, les Vitality ont la vision, les Vitality vont démarrer le dragon, et sur le papier, normalement c'est terminé, normalement le move est terminé ici. Normalement c'est terminé, surtout qu'on le voit, ici les Vitality voient l'incantation du héros de la faille sur la mid lane, ils voient 3 joueurs de la Carmine,
en aucun cas ils se disent que la Karmine Corp va venir les fight. Ils se disent bon ok, on va trade T1 pour Dragon, ça nous va, on prend ce trade. Je suis totalement d'accord, hein. Normalement il n'y a pas de fight ici, hein. C'est terminado. C'est même un risque quasiment inconsidéré. Oui, c'est un risque extrême. Et du coup, on le voit ici, la vision des Vitality qui laisse un petit peu de flash instantané de Saken. On va le voir ici, Saken qui temporise un petit peu dans le bush. Alors, c'est complètement fou qu'il fasse ce flash-in parce qu'il y a de très bonnes chances que la corniche du dragon soit wardée. Exactement, et bah ça tombe bien, j'étais du coup à l'after KCX hier et j'ai discuté avec Saken et il m'a dit j'ai fait ce flash et comme tu peux le voir, il a pas instant ulti, il a un petit peu temporisé et il voit que Skins reste au contact du dragon, continue de le taper, il ne recule pas donc il se dit bah 100% je ne suis pas ward, je peux y aller. Il fait le call, toute la Karmine peut suivre, on les voit qui sont en train d'arriver. Là les Vitality se disent mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Karmine Corp est en train de s'avancer aussi tard sur l'objectif? C'est parce que Saken est dans ce bush, il a très bien temporisé et maintenant il va pouvoir partir à l'ultimate et tout de même le move est extrêmement ballsy, ce flash in, l'ultimate en plus un strike sur 4 personnes, il arrive à tuer absolument tout le monde avec son E qui est utilisé de manière pixel perfect, c'est exactement l'hitbox qu'il fallait pour récupérer les 4 joueurs de Vitality. Donc quadruple stun, les plus grands Alistar peuvent à peine en rêver, Marex. Ouais, clairement, et c'est... Vas-y, je te laisse finir, Tréton. Non mais tu t'aurais pu y aller mon cher Max. C'est un flash-in directement du Alistar qui enchaîne sur 4 joueurs et après le seul petit move important c'est tout de même Syncroft, lui aussi solide sur les appuis malgré l'onde sonore du Lee Sin qui n'a pas réussi à récupérer le smite, donc on prend absolument tout du côté de la Karmine. Ce qui est important ici à voir c'est juste que Saken par son clutch a récupéré un dragon pour son équipe, a réussi à récupérer aussi un bon fight et a réussi à quasiment solo win la game sur ce petit move. C'est vraiment très très bien joué, très créatif de sa part. Et juste derrière la Karmine qui prend la game en main et qui la termine dans les 10 minutes. Ouais, c'était vraiment très très clean, vraiment très bien mené de leur part. Le clutch qui va évidemment sur Second, bon, ce n'est même pas un héros, c'est un clutcher ici. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est que en plus, pour les Vitality, ils vont déjà, c'est très dur de s'imaginer ça, mais même si t'es un bon joueur, c'est autant plus dur de t'imaginer parce que Second n'avait pas sa TP, donc ça a été communiqué côté Vitality. C'est un 7 mid, donc il a pas de X-Flash, donc tu sais qu'il a pas de TP, qu'il a pas de X-Flash, que toute la team en face a groupé au mid. Tu sais que le 7, tu te dis, il va jamais me surprendre en fait, il va pas sortir de nulle part. Et là, ce flash dans un buisson qui a été créé par le... Enfin, tu peux pas y penser en fait quand t'es Vitality, c'est... Mais normalement, t'as pas le droit d'y penser quand t'es Second non plus, parce que le bush peut être wardé, la corniche peut être wardée, la trajectoire vers la corniche peut être wardée. Donc il y a tellement de chances pour qu'il se fasse repérer. Ça aurait pu être un hint monstrueux. Ça aurait pu être un hint monstrueux, mais en l'occurrence, ça a été un play monstrueux qui a donné la game à la Karmine Corp. Et ils en avaient besoin dans ce match parce qu'ils étaient vraiment en difficulté. C'était dominé d'à peu près 3000 goals, on a vu un peu au début du replay. Donc voilà, Clutch Vador comme quoi il faut croire en ses rêves. Même si, bon, la majorité du temps, vous allez hardfeed. Hein. On vous. Oui, faites pas ça chez vous. On vous dit les secrets quand même. La plupart du temps, c'est du hint pur et dur. Et c'est un énorme x9 qui part. Alors, en parlant de x9, etc., on va parler de x5, messieurs. Parce que les MVP sont extrêmement serrés. Et je voudrais qu'on en discute un petit peu avant de passer au pronostic. Nous avons 4 joueurs, 2 mid laners. Et un top laner et un jungler. Pas de support, pas d'AD carry. C'est super parce qu'on les déteste. En vrai, j'avoue que les ADC on leur a pas donné beaucoup et support c'est honteux. Je pense qu'il y a des supports qui en méritaient plus. Mais bref, du côté de ces MVP, je trouve que c'est intéressant d'avoir Eka et Aibo parce que de mon point de vue, c'est 2 joueurs qui dans leur équipe font vraiment la différence et ils sont capables de porter, pas forcément en 1v9, c'est un petit peu réducteur de dire ça, mais qui vraiment sont au-dessus de leur team et arrivent à leur faire remporter des victoires. Et du côté de Saken et Skins, c'est juste dans 2 équipes qui fonctionnent très très bien et c'est les joueurs qui sont les plus clutch dans ces 2 teams. Il reste 2 matchs, qui l'emporte pour vous? Sachant que derrière on est à 3 MVP. Hein. Déjà pas Aibo, le frérot, s'il joue pas ça va être compliqué. Après s'il joue demain, sait-on jamais. Moi je mets une petite pièce sur Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy Valdener. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Je te rejoins mon cher Marex. Petite pièce. On va faire ça très clair et clean au niveau du... Bien sûr, comme c'est notre habitude. Histoire d'être différent, petite pièce sur Skins. Petite pièce sur Skins, très bien. On passe au pronostic très rapidement et après on lance la soirée des pronostics pour l'avant-dernière journée de compétition. Mine de rien, égalité parfaite entre Chips et Marex qui n'ont clairement pas pas les mêmes paris ce soir. Le Misfit Solari qui crée la Discord et le MCES contre Gamers Origin également. Et Tréton, Noah et moi-même, on bataille pour essayer de sortir la tête de l'eau. Un commentaire rapide. Tu remarqueras les abeilles qui sont entourées d'un petit Gameward qui a été tenté. On tente le flip, mais je pense que c'est bossé parce que Gameward, si jamais le DLC perd juste avant, Gameward peut être surboosté. Complètement, ils peuvent être parfaitement galvanisés. Mais il faudra pour cela que les LDLCOL s'inclinent face aux Zerdy. Mais ça tombe bien, c'est notre match d'introduction, mesdames et messieurs.
Les LDLC vont-ils pouvoir valider leur place en play-off ou seront-ils vaincus par un Phoenix bleu du Sud en série de victoires? Réponse dans quelques instants sur OTP. À tout de suite. Et on est parti pour le premier match de la soirée, match décisif entre Easy Dream et LDLC. La place pour les playoffs. La place pour les playoffs qui se joue ici, qui est ô combien importante pour LDLC, qui sont très revanchards depuis ce qui s'est passé à Aix, bien évidemment. Une équipe qui a envie d'aller en playoff et qui a envie d'aller en découdre avec les Solari, pourquoi pas en BO5. C'est génial l'interview de Dan hier, tu sentais que voilà, il y avait de la combativité. Et on va voir si LDLC est capable de nous sortir une game aussi belle que celle d'hier. Vraiment, ils ont le vent en poupe. Quel Summer Split, quelle remontée surtout de deuxième moitié de Summer Split. Nous allons voir si cela va continuer. Pour le moment, les Easy Dream qui vont s'intéresser à pas mal de bans ADC, peut-être un ban Aphelios pour compléter cette trinité. Exakik n'aura plus beaucoup de champions. Ouais, alors est-ce qu'on peut avoir peur du Xerath aussi? Ou est-ce qu'on s'est dit qu'il y a des stratégies qui ont été déployées? Ouais, triple ban sur Exakik. Ça me met très très bien. Du côté des DLC, tout de même les bans, les fameux mages qui peuvent aller flexible, le Ziggs, la Syndra qui ont été retirés. Et en effet, je serais très curieux de revoir une composition à base de Xerath parce que vraiment, à chaque fois qu'ils l'ont joué, à chaque fois que Eka a joué ce champion, c'était incroyable en compagnie bien évidemment du GP de Dandan. 32 KDA sur le champion. Si ça c'est pas du banger. Ban de Leblanc, c'est bien, on a un thème. C'est vrai, on a un thème des deux côtés, beaucoup de mid laners, de champions AP côté LDLC, tous les ADC qui ont été retirés. Alors il reste un champion sur lequel Exakik et Silam sont très forts, c'est Ezreal. Bah il va être pris là, hein. En rotation, on favorise le Lee Sin, mais c'est vrai que quand on voit le choix restant... Je pense que LDLC et Exakik, connaissant l'ego potentiel, ils pourraient aussi laisser Ezreal et pick Draven. C'est pas impossible. Ouais, après c'est un match coup près, tu vois. Ils gagnent ce match, ils sont en playoff. Donc je pense que c'est le moment où t'assures salement ta victoire. Et t'assures avec une Tristana. Ce qu'ont fait certaines équipes, dont Misfit première, hein, qui essayent de prendre des compositions polyvalentes, sans vraiment de gros temps faibles, qui scale tranquillement. Des choses safe, simples à jouer, de l'engage, du contrôle, des tanks, des carries. Puis Tristana, avec ce qu'il reste, c'est excellentissime en termes de phase de lane. Elle n'aura pas le côté où elle se fait pas mal outrange par Varus par Aphelios. On va avoir une phase de lane assez facile. Et du côté de Donars, on partira sur un Viego dans la jungle. Oui, bah, qui a été un peu réorienté vers la jungle hein, dans le dernier patch. On le rappelle, on est sur le 11.15. La Rek'Sai de Viking, on lui en a parlé hier en interview. Elle a été montrée aussi hier et finalement... ça n'a pas été fait. On a vu un Rengar aussi récemment. Oui, on a vu un Rengar qui n'a pas très bien fonctionné, ma foi. Réponse Kai'Sa du côté de Silam. Est-ce qu'on piquerait pas le support tout simplement pour l'accompagner? Au passage, une game tout de même où Thresh est open pendant assez longtemps. C'est surprenant. En général, en support, c'est un champion sur lequel on se dirige très rapidement. Après, bon, il a perdu peut-être les 3 pics qui vont très bien avec. Même si une Jinx c'est toujours parfaitement possible. Je te rejoins totalement, sachant qu'en plus de cela, le Thresh a repris un nerf, plus de CD sur son E. Le champion a pris nerf sur nerf sur nerf. Et honnêtement, il est un petit peu moins fort de mon point de vue dans la méta actuelle, là où Leona, ça fonctionne toujours.
toujours bien Léona, ça rate jamais. Alors Lux contre Léona, je n'y crois absolument pas en bot lane. Non. Au mid en blind non plus. Et ce sera plus un Alistar pour aller avec la Tristana d'Exakik. Deux botlane très agressifs, ils vont partir sur de l'all-in, normalement dominés dans les premiers niveaux par les Easy Dream, et plus on va avancer, plus ça va être pour Tristana, pour Alistar, en tout cas une botlane sur laquelle on risque de voir pas mal de ganks, puisque le snowball est extrêmement rapide pour les deux joueurs, pour les deux équipes. Et on continue dans les banapés. Ça va Tréton? Ça va et toi? Ça va, c'est nickel. Bonne soirée hier? Tranquille, hein. On s'est couché tôt avec une tisane. Très bien. Alors un Sylas, on continue dans les bans de mage. Bon forcément, est-ce qu'on va commencer à target un petit peu la mid lane de Ika côté Easy Dream? Pourquoi pas, il a beaucoup de champions après, c'est le Xerath qui est C'est beau. retiré. Franchement, quand tu te fais ban ton pocket pick Xerath, c'est Respect. qu'il y a un petit ascendant psychologique aussi. Très clairement. Respect à Eka d'avoir provoqué ce ban, même si pour le coup, actuellement Eka est aussi en train de partir sur quasiment 5 bans sur la mid lane. Au passage, ce ban de Sylas, quand tu piques un Alistar, absolument logique, absolument obligatoire même actuellement dans la méta. Pourquoi pas encore un ban sur la mid lane? Il reste par exemple des champions comme Orianna qui Ryze. sont très forts, Ryze aussi, pourquoi pas. Lucian qui passe au travers des mecs du filet, étonnamment. Il y a beaucoup de champions. Après, on est déjà en double AD, donc le Lucian mid pour le DLC, j'y crois pas trop. Ah, c'était le Ryze, hein. Ouais, moi je pense que le Ryze il est pas si mal. Hein. Un match-up Ryze Cassio, c'est maintenant. C'est très très possible. Elle est comment la Cassio de Spécial? T'as une info? Non, t'aurais pu avoir une info. Hein. Alors que je sais que la- Monsieur le solo queuer. Hein. Écoute, j'en ai aucune idée, mais la Cassio est retirée, donc comme ça. Bon, y a pas de Cassio, est allez, retirée. c'est fait. Mais Pick Ryze est GG. Il y a plus de champions. Je pense que là, on a quand même supprimé beaucoup des choses qui gênaient. 7 bad mid lane, c'est du jamais vu. Si on considère Ziggs comme mid laner, évidemment. Je suis même pas sûr d'avoir vu à la mid lane récemment. Ouais, mais ça, c'est quand même un flex, tu vois. Ouais. Voilà, le Ryze qui est sécurisé. Quelle réponse? Alors, il y a le Lucian, mais ça marche pas non plus extrêmement bien contre Ryze. Lucian, en plus, il a un Lessing dans la jungle, donc en termes de dégâts mixés, c'est un petit peu problématique. En vrai, il y a le Vel'Koz. Le Vel'Koz dans cette draft, je sais pas si Spécial le joue, mais Vel'Koz est vraiment insane. Et pour avoir parlé avec Valentin alias Robalas, à ce qui paraît, Vel'Koz contre Ryze, c'est un bon match-up. Bon, on a l'air de plutôt partir sur du classique du côté Spécial Pas trop. avec une Zoé. Une Zoé avec tout le reste de la compo qui go in, faut toucher son POC vraiment pour avoir une utilité dans les fights. Et avec un Renekton, je suis pas incroyablement convaincu par la Zoé. Après, c'est une Zoé, si tu touches, ça marche. Ça peut fonctionner, c'est un petit peu aussi le pic qui reste du côté de Spécial. Il restait pas grand chose sur sa mid lane, il fallait de la paix absolument. Ce sera donc une Zoé contre le Ryze 2 Eka. Il ne reste plus que le pic maintenant de Dandan. Il a joué GP hier, on sait qu'il est capable de jouer GP contre Renekton s'il en a l'envie. C'est une possibilité ici, mais plutôt un Jace, on dirait, une composition très skillée, très agressive pour l'LDLCOL. Très très agressif, et il faut voir ce que ça peut donner sur la mid lane, parce que si on commence avec un Ryze, avec un Viego à pouvoir décaler sur la lane du Jace, qui normalement est censé tout de même pulvériser un Renekton, ça peut très très mal tourner pour Shikari. Très vite en plus. Il y a des 2v2 qui sont très très intéressants, que ce soit Ryze ou Zoé, il y a beaucoup de setup pour permettre à un Lee Sin, pour permettre à un Viego de prendre des kills, de prendre des resets du côté du Viego. Donc le 2v2 mid lane, on va y faire particulièrement attention. Et sur les deux side lane, c'est à chaque fois des match-ups qui hard snowball en plus de ça. Donc sûrement une game qui devrait être explosive entre les deux teams. Ouais, ça peut aller très très vite hein, en termes de début de partie, en termes d'avantage pris au niveau des gold. Je trouve peut-être la compo Easy Dream un peu plus facile à jouer dans l'idée. Parce que c'est un peu straightforward, hein. On avance, on poke, une fois qu'on a poke, on engage. Là où il va falloir trouver des engages avec un Alistar, il va falloir speed push un peu avec le Jace, il va falloir trouver des opportunités pour décaler avec le Ryze. Et si on n'arrive pas à faire ça, l'early game peut éventuellement être compliqué. C'est vrai que le pick de Jace force un petit peu la draft LDLCOL à jouer vraiment sur la phase de lane, sur le snowball, sur des mécaniques, sur des phases de jeu assez complexes. Là où du côté des Easy Dream, on a plus de frontline tout simplement, donc c'est beaucoup plus simple. Là on risque d'en manquer un petit peu en réalité du côté LDLCOL. En termes de tankiness, on a un Alistar certes. Le Viego en termes de frontline, c'est pas non plus le champion qui va gagner le plus de temps, à moins que Donhart fasse une super game et soit devant très rapidement dans le match. En tout cas, les joueurs sont prêts et sont rentrés dans la partie. C'est un match coup près. Si LDLC l'emporte, ils se qualifieront en playoff. C'est tout de suite. On se retrouve dans la game.
Et petite Ah. pause pour commencer cette partie qui va pas durer très très longtemps. Ça nous permet juste de regarder un tout petit peu les runes. Non, là, ce qu'il faut regarder, et c'est très important, c'est qu'il y a un joueur qui a pas acheté de stuff, donc Donhart, ça a moins de mécanique que tous les autres. Et je te jure que quand tu es joueur, quand il y a une pause comme ça, tout le monde fait table, et c'est. Enfin, en tout cas, moi, c'était ma blague. Je sais pas si tout le monde le fait, mais moi, c'était Bonne blague. Hein. ouais, ma petite boutade. Super. Hein, on s'est rigolé. Hein. Ouh. J'étais un vrai bout en équipe. Faut pas te ramener en soirée. Hein. non, clairement pas, mais écoute, bon, petite pause, évidemment, ça va, j'espère, enchaîner incessamment sous peu avec des LDLCEL qui commencent à être habitués au facteur pause. Attention. Technique. Technique, mais c'est la réalité. Et après, une pause en début de partie, en réalité, ça change pas Non. grand chose pour les joueurs du tout. C'est pas une pause en teamfight ou quoi. Et il n'y aura sûrement aucun souci. Et très pressé du coup de rentrer dans ce match et de voir si on aura nos 5 qualifiés en playoff. C'est quand même une belle histoire aussi pour les LDLC, même pour les Solari. Solari qui n'a jamais fait les playoffs, les LDLCOL qui n'ont pas fait un bon spring split, de revenir au top niveau. La qualification en playoff de Solari, c'est le script absolu. C'est-à-dire que c'est jamais en playoff, qualifié dans un classico face à toute une salle Carmine Corp réunie au Palais des Congrès. Enfin, le pied de nez ultime. Il y a eu beaucoup de revanches cumulées dans un seul match, je pense, pour Solari. En vrai, il y a pas mal de scénarios qui sont assez incroyables dans cette LFL en général. La Carmine qui débarque, win LFL, win EU Master, et maintenant, au moment où tu dis, bon, la Carmine sont intouchables, c'est pas possible, c'est les Solari qui viennent, c'est vrai que c'est assez marrant à suivre. Et je pense qu'on espère absolument tous un BO5. Solari cassé en playoff, si c'est possible, c'est va falloir se battre. Hein. Il y a du chemin, il y a des gens à abattre et à venir détruire avant. Et peut-être, parce que si Carmine gagne son match, ils sont premiers automatiquement aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faudrait passer sur le corps peut-être de Misfit première, puis de Vitality. Vitality, c'est un joli client quand même. Et après arriver à la Carmine. Mais forcément, s'ils y arrivent, c'est incroyable. C'est un banger absolument gigantesque. Le shonen serait assez fou. Et pour la LDLCEL, au passage, place en playoff très importante, mais aussi pour eux, on en a déjà un petit peu parlé. Contre les Solari, il y a une forme de rivalité. On a eu Misfit hier avec Jacques Troll qui disait que le véritable classico de LFL, c'était Misfit contre la Cassée, qu'on aura d'ailleurs demain au passage en match. Donc il y a plein de rivalités qui se créent, de matchs qui sont très intéressants. Et dans tout cela, il ne faut surtout pas oublier les Vitality B, qui sont certes pas dans leur meilleure forme, mais qui ont prouvé, qui ont montré qu'ils étaient capables de faire de grandes choses en LFL, et pourquoi pas en European Master. Oui, Vitality B, je pense qu'à n'importe quel moment, ils peuvent absolument détruire n'importe quelle équipe avec un plan de jeu rondement mené. Et ils joueront Vitality aujourd'hui, j'ai un trou, contre Game Ward juste après. Le match d'après, et aussi forcément pour les Game Ward, pour les BDS, ce match, ils le regardent avec une attention toute particulière, puisque si LDLC l'emporte, c'est terminé pour eux. Si LDLC part, ils ont encore un espoir, sachant que demain, il y a confrontation directe entre BDS et LDLC. Donc forcément, pour BDS, on aurait juste leur espoir entre leurs mains directement. Leur place en play-off possible si jamais ils arrivaient à remporter 2 matchs de suite avec un tie-break qui serait donc joué contre la LDLC. Et ce qui serait pas mal, sachant qu'on vous le rappelle, si jamais il y a plus de 3 tie-breaks, ce sera a priori joué jeudi soir et commenté jeudi soir. S'il y a moins de 3 tie-breaks, on les fera probablement dans la foulée de la LFL de demain. J'avais pas l'info, merci. À moins que j'ai dit une grosse bêtise, mais je crois vraiment que c'est ça. Non, honnêtement, j'en sais rien, je n'ai juste pas l'information, mais on est parti dans la game. Je savais que jeudi était un jour vraiment réservé au cas où s'il y avait trop de tie-break. On est parti dans cette partie avec les LDLC qui ont pas mal de cleanse, pas de téléportation. Pour les gars, c'est un petit peu étrange pour un Rise sur la mid lane. J'ai l'impression qu'on a une stratégie belliqueuse de niveau 1 côté Easy Dream qui aurait pour but de récupérer un Jace tout seul, isolé, loin de son troupeau. Ouais, on pourrait essayer sur Dandan qui a pour habitude de s'avancer beaucoup, et Dandan qui est un joueur très fair play. En général, il y a pas mal d'invites qui sont tentés sur lui parce que justement il est tellement fair play qu'il danse avec ses ennemis, et pendant qu'il danse on peut réussir à le tuer, mais ce ne sera pas fait ici par les Easy Dream. Alors on va commencer côté des deux junglers en bot side. Normalement je pense. Parce que, à mon avis c'est plus vers la top lane que vont se mobiliser au début les agressions. Avec un Jace, on veut pouvoir lui assurer son push, on veut pouvoir lui assurer un accès à la tour. On a un Viego qui est tout de même très avancé. Est-ce qu'on late invaderait pas côté DLDLCOL, sachant que le niveau 1 de Jace est tout de même bien plus fort que celui d'un Renekton plus d'un Lee Sin. On va partir à l'invade, on va partir sur un petit cheese qui va perturber un petit peu peut-être les plans du Phoenix Bleu du Sud, surtout que ça n'a pas été vu, donc on n'a pas l'information actuellement pour Viking. Après, ils vont voir qu'il n'y a pas de pool en bot lane. Ils peuvent aussi se dire que c'est pour récupérer un niveau 2 rapidement pour Exakick. Mais je sais pas s'ils vont être dupes. Et j'ai l'impression qu'ils vont être dupes, les Easy Dream, parce que Viking est là à se diriger vers ses Krugs.
Ça va être assez terrible. Il va perdre tout un pan de sa jungle ici. On va voir ce que veut faire Donards. Il prendra juste un camp et il repart dans sa jungle. Donc on va pas prendre absolument tous les camps du Lee Sin. A voir s'il va partir directement sur le bot side. Quel chemin de jungle va-t-il choisir maintenant? J'ai l'impression qu'il a déjà démarré ses Raptors, Donards. Ouais, il va peut-être donner l'information le plus tard possible en ne se révélant pas. Et Viking ne verra que le forfait accompli une fois au pied de son blue buff. Et je pense que c'est un peu de ça dont il avait peur aussi, Donards. C'est cet invade et peut-être un vertical jungle initié par le Lee Sin avec cette grosse prio sur le Kai'Sa Leona. Ouais, c'est dommage parce que Viking du coup répond pas alors qu'il a cette super priorité sur la bot lane. Comme il n'a pas l'information, il ne va pas partir en invade, surtout qu'en plus de cela, il y a un bon travail de special sur la mid lane qui lui aussi prend le push dans son match-up. Très belle ward au passage, trouvé ici par le support des Dream par Rogue. Je me demande s'il commence à s'en douter. Non, pas du tout, hein. Ça a été ping. Absolument pas. Ou Dan qui prend un vilain trade là contre Shikari. Shikari qui nous fait, qui se réveille de fin de saison, qui joue sans stress et écoute, qui nous fait des très belles phases de lane. Hier c'était super et là j'ai l'impression que ça part plutôt pas mal. Et 2 fois sur Renekton, une fois contre Aibo sur le Atrox qu'il avait choisi en counter pick et ici pour le moment sur le Jace de Dadan qu'il a aussi choisi en counter pick. Au passage, Viking qui vient de comprendre le poteau rose ici, qui vient de voir qu'il n'avait plus de blue buff. Il a l'information sur Donards sur le reste de la carte mais il ne pourra pas y faire grand chose à moins d'aller trouver pourquoi pas un dive sur la top lane ou au moins un gank puisque Dan prend tout de même pas mal de pression. Ouais, après il est en train de spammer de la potion rechargeable, il essaie de wave clear au maximum parce que c'est sûr que Viking là ce qu'il peut aller chercher c'est les Krugs déjà ou effectivement ce gank, donc on est assez vigilant. Double carap peut-être qui va être joué ici avec la priorité mid lane, la priorité bot lane, c'est bien joué de la part de Viking qui du coup se remet assez facilement de la perte de son blue buff. Et je penserais pas qu'on serait à ce point-là enfoncer toutes les lanes en very early game côté LDLC. Je pensais que le Ryze tiendrait un peu plus en spammant son mana. Après c'est vrai qu'il a pris une cleanse Eka. Il n'est pas à la TP pour pouvoir jouer contre Zoé, pour même mourir sur une bulle ou sur un décalage de Leona. Donc ça, je pense que ça le force un petit peu à jouer de façon plus économe. Ouais. Très clairement en termes de mana, il peut pas se permettre de cramer toute sa barre trop rapidement. A voir comment on va utiliser la TP advantage du côté de Special. Viking qui s'avance sur le top 7, qui pourrait aller jouer les Krugs, qui pourrait aller jouer encore une fois un dive pourquoi pas sur Dadan, avec en plus de cela Special et sa Zoé qui fait le décalage. Il y a du monde. Eka est pas du tout en position. Après Eka là c'est peut-être le moment où il va pouvoir reset pour recharger sa barre de mana. Il faut que ça réussisse pour les Idrim, sinon ce Ryze se mettrait beaucoup trop bien. L'agression de Dan sur Viking et la couverture de Donards. On va tout de même perdre de la ressource. Ouais, Donards ici sur le bon timing. Dan qui se fait deny par contre pas mal de wave, qui perd énormément d'expérience, de gold aussi. On va en plus agresser les golems. Le Ryze n'est pas du tout là pour défendre. Très bon move des Easy Dream. Mais pendant ce temps-là, ça a permis à Eka de prendre son reset, de revenir maintenant sur la carte. Malgré le fait qu'il n'ait pas encore de chapitre perdu, il reste tout de même assez bien avec son Ryze. On a littéralement offert un reset au Ryze contre les ressources du pauvre Dan. Et Dan qui va pouvoir lui aussi faire son back. Très mauvaise nouvelle hein. Quand tu es un Jace, d'être autant derrière si tôt dans ton match-up, d'être autant gêné par l'équipe adverse. Et du côté de Special, on va juste téléporter, on perd pas grand-chose. Mais attention au roaming de DOS avec ce gank et son Alistar. Et la TP back, de Dan, il faut qu'il récupère la ressource. Et je pense que Dan sait qu'il va avoir besoin de générer de la ressource. On a pris la cull juste derrière pour essayer de remonter un peu tout ça. Mais encore une fois, je suis vraiment impressionné par les phases de haine de Shikari. Il joue vraiment bien ces match-ups, je te rejoins. Et maintenant, je suis très curieux de voir comment il va le snowball. Parce qu'il a quand même beaucoup plus de gold effectif actuellement dans son itemisation. Rogue à l'agression, on dash in sur DOS qui temporise pour le moment, téléportation instantanée du Renekton. Il faut reculer maintenant pour ce Alistar. Il faut flash, ça coûte cette très TP bon de Shikari. Et on se met à l'abri, l'Astropong derrière avec le stun mono cible. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sauver DOS qui s'en sort, DOS? C'est catastrophique pour les Easy Dream. Et K qui continue ici, Rogue qui va tomber en plus de cela. C'est le first blood pour Donards qui pourra enchaîner avec une Leona maintenant. Mais on va rester calme en 4 contre 3. C'est à 1 pour 0, c'est terrible la téléportation. Le flash de Shikari et on s'en est sorti pour DOS. Et toute la tempo, toute l'avance qui avait été là sur Dan. Dan il avait 15 CS de moins. Il y avait une lane qui aurait pu être gênante, qui l'amenait à pusher. On aurait pu revenir faire un gank. On tente cette agression, on perd tout ce qui a été construit. Surtout qu'on perd le flash en plus de Special, c'est vraiment terrible. On va revoir ici DOS qui joue très bien le coup, qui temporise, qui ne panique pas flash, qui attend avec son aftershock. Pour le moment il ne prend pas de burst, il stack juste son E. Il va réussir à mettre son Q-spell, à tanker avec l'aftershock. Son flash est parfait parce que c'est sur le même timing que le flash de Rogue. La bulle tout de même de Special est bien trouvée. Et ici ils sont un peu unlucky à pas le terminer avec en plus un flash in de Special. L'auto-attaque qui n'a pas les dégâts sur DOS. C'est
très unlucky derrière le coup de tour supplémentaire, le coup de tour en trop pour Rogue. Et là on regarde Dan qui venait faire son reset, qui avait plus grand chose en stock, il s'est mis trop bien, il a pu re-reset dans la foulée et quasiment rattraper son retard de farm, prendre une plaque. C'est juste parfait pour les LDLCOL qui prennent beaucoup d'avance sur ce move, qui vont pouvoir en plus commencer à prendre de la priorité aussi en botlane. C'est eux qui devraient avoir le match-up en pur 2v2, à voir s'ils veulent jouer autour du dragon, et qu'en plus un Eka qui lui a pris encore une fois un reset, qui doit être maintenant très bien sur son Ryze. Ah, Eka c'est absolument parfait pour lui. Pour un Ryze sans TP contre une Zoé, pour le coup effectivement les déplacements Easy Dream l'ont permis de se mettre remarquablement bien. On en parlait un petit peu avant ce match, le Viego, s'il peut être bien dans le match, s'il peut être une véritable frontline pour la LDLC, c'est aussi très important. Avec du bol, c'est lui qui prend ce First Blood. Donc c'est vraiment... tout est pour la LDLC pour le moment, à voir comment Easy Dream va enchaîner, à voir comment Shikari va continuer sur sa phase de lane, est-ce qu'il va mettre autant de pression. Bon, on va voir, mais hop là, pendant qu'on a l'agression sur DOS cette fois-ci qui est condamné, il a plus de flash, DOS, il s'est fait intercepter. Rogue en couverture et Viking qui n'aura plus qu'à finir. On va prendre le kill du côté de Viking, on aurait pu essayer de le laisser à Silam. Par contre, on n'a rien à faire là du côté de DOS, c'est une grossière erreur. Son jungler est sur le top side, il est en train de prendre une pique, il n'a pas d'information sur Viking qui a été prompt à punir ici. Flash, kick instantané, Donners qui a récupéré son red buff, et du côté des Dream, on essaye d'enchaîner sur la carte, pourquoi pas de jouer autour de ce héros de la faille. Ouais, c'est dommage cette mort, j'allais juste dire justement que les LDLC avaient probablement passé le moment le plus compliqué de leur phase de lane, que maintenant le Jace qui était revenu allait pouvoir se débrouiller contre le Renekton, que le Ryze allait avoir assez de mana et assez de wave clear pour empêcher la Zoé de trop roamer, et on s'égare du côté de DOS. Les LDLC qui vont tout de même défendre ce héros de la faille. On a vu un très gros trade de Exakik sur la bot lane. Silam qui n'a plus d'ultimate, donc qui est en danger un petit peu dans son 1v1. Special Odashin qui pourrait se faire punir directement, il n'a pas de flash, on le rappelle. On ne va pas déclencher. Du côté des LDLC, pas de flash in de Eka. On respecte bien évidemment la présence de Rogue et la potentielle présence de Viking. Ouais, mais je pense que c'est dans leur intérêt d'isoler un peu les deux ADC sur la bot lane. A priori le match-up est un peu plus pour Exakik qui peut se permettre de all-in. Et du coup voilà, on force le héros de la faille, on a la priorité du côté de Dan voilà, qui pousse la vague sous la tour. On a aussi le décalage très rapide de la Tristana, la bulle qui va connecter tout de même sur le Viego, on temporise juste, DOS qui fait écran ici. La Tristana qui est dans le Fox, c'est très difficile de fight ici pour les Dream, ils n'ont pas d'informations sur le carré D, c'est un potentiel 4 contre 5 pour eux. Ah, et le héros de la faille qui a deux doigts du reset, et on va venir récupérer l'objectif du côté des LDLC, on va en profiter pour prendre Rogue au passage. Oh, il est en V1 sur la botlane, Exakik contre Silam, c'est reporté par Exakik qui prend son solo kill ici, qui a en plus conservé ses summoners, juste il a perdu la cleanse contre l'exhaust de Silam, mais il a conservé son flash. Chose très importante, et encore une fois pour la LDLC, c'est un move parfait. C'est absolument parfait, tout leur sourit au LDLC, et là Shikari est en train de voir flou quand il voit le dive arriver avec un héros de la faille et probablement une première tour pour les LDLC. On stack de la rage, on met directement le Dominus, on essaye de wave clear, mais ça ne suffira pas, les dégâts sont monstrueux. Parfaitement joué du côté des LDLC, on n'a pas réussi à défendre du côté de Viking, on était en retard aussi pour Rogue. La défense c'est tout de même Bale, il a réussi à clear la wave, mais ça ne suffira pas, ça enchaîne parfaitement du côté des renards. On va revoir ce 1v1 en botlane, on a jump carrément dans la wave, exhaust cleanse instantané qui fait remporter le match-up assez facilement à la Tristana Pompier. Et le match-up est clairement pas en 1v1 pour la Kai'Sa, c'est pour ça que le move au héros est totalement l'avantage de la DLC. Et il gagne sur absolument tous les plans de jeu partout sur la carte, et cette toute petite erreur Easy Dream de tout à l'heure, cette TP notamment de Shikari, ça leur a coûté quasiment la game là on peut dire. C'est tellement triste parce qu'ils étaient vraiment sur un early qui était parfait pourtant avant cela. Avec Dan qui maintenant son match-up va être très simple, 20 CS d'avance, il a récupéré des plates en plus. C'est un Jace très bien dans son match. Il revient de loin Dan, il revient de très loin, ça aurait pu être une toute autre histoire cette top lane. A voir maintenant comment on décide de snowball du côté d'Elsol. Ils ont un héros de la faille, on a vu qu'il a plus beaucoup de plates sur la top lane, donc on pourrait la faire tomber très rapidement. On peut aussi décider de jouer autour de la Tristana. En soi ils ont beaucoup de choix, le but principal pour eux ça va être de faire roam très certainement Eka en bot lane ou en top lane et de récupérer une tourelle le plus rapidement possible maintenant. De toute façon toutes les lanes sont des lanes qui demandent énormément de ressources, et qui ont besoin de gold, qui ont besoin de snowball, de carry. Special qui arrive à mettre un bon astropong et une bulle, c'est pas mal sur Eka, c'est pas encore suffisant pour kill. Le poke est sympathique, mais Donners était présent à la couverture. Attention, Eka qui prend tout de même pas mal de risques sur cet Astropong, qu'il a bien juke. Attention aussi au Renekton qui pourrait le piéger. Eka qui a tout de même ses deux summoners, donc il reste assez safe avec son Ryze, mais il ne pourra pas last hit ce canon.
Ouais, j'ai l'impression qu'il veut faire son back avec K. Ouais, on initie le back. On veut se préparer pour faire un play 0 de la faille. Exact, qui s'avance sur la tourelle, ça peut aller très très vite. Mais Donards n'est pas avec eux ici, donc on est obligé de temporiser un petit peu pour les renards. Il attend de voir où Donards va décider d'accélérer le jeu. Il est très bien dans son match, il a le héros de la faille. C'est à lui de déclencher un play le plus rapidement possible avant les 14 minutes. Donc il y a un item, Eclipse déjà pour le Jace. Aïe. Contre des coques, des coques en acier. Les fameuses. Ça commence à être extrêmement dur. En plus, il a récupéré ses bottes magiques au passage. Donc là, effectivement, en termes de spike, il est très très bien. Le cull en plus qui va arriver, la tire, etc. Enfin, Dandan a une game absolument incroyable devant lui. Le Viego qui revient de la base avec DOS. On a bien synchronisé les resets du côté du support jungle. On va pouvoir jouer ensemble. On va pouvoir récupérer de la priorité mid lane, mais les Dreams sont aussi au rendez-vous. Elle est belle cette bulle, ça peut faire quelque chose. On arrive à disengage avec un ulti. Heureusement, Donards se met en sécurité. L'intervention de DOS qui trouve une très belle atomisation. Et encore un mort finalement pour Easy Dream qui mène l'agression et qui repart en rampant. C'est terrible, rien ne passe. Rien ne passe pour eux et pendant ce temps-là, c'est encore Dandan sur la top lane qui peut enchaîner, qui se met très très bien en termes de ressources, qui va prendre encore des plates. Pourquoi pas la tourelle incessamment sous peu. Encore, il est sous sa tour. À chaque fois, il se passe quelque chose sur la mid lane. Ça part perdant pour Easy Dream et les side lanes se font pulvériser en même temps. On est allé un petit peu trop loin du côté des kicks, on s'est fait cage sous tourelle, on s'est fait combo par un Alistar et K qui se permet pas mal de choses sur la mid lane, qui s'avance beaucoup, qui pourrait se faire punir, flash ici de Rogue, on met absolument tout, mais il y a une cleanse du côté de K qui peut se retourner et qui peut s'en aller très facilement. Et on portail transdimensionnel, on oublie DOS. DOS par contre ça va être compliqué ici, il y a Silam qui ferme la porte en plus, DOS qui doit reculer, qui a ultimate un petit peu tard avec son Alistar et qui va tomber sous les coups des Easy Dream qui prennent enfin kill, quoique DOS close. Oh le flash, il le tente et il perdra son flash dans l'opération, mais sur la bot lane, il se passe autre chose. Exakik plus 1500 gold, plus 2300 au top, plus 1000 quasiment du côté de la mid lane de Eka. Les gold d'avance, les 6000 gold d'avance sont entre les bonnes mains. On a pris 2 tourelles pour la LDC sur ce play, 10 plates qui sont tombées en leur faveur, même 11 avec la mid lane, une qui est tombée aussi. Du côté des LDLCOL maintenant, il va falloir continuer d'accélérer, continuer de jouer autour du prochain dragon et surtout récupérer le plus rapidement possible la T1 mid lane pour vraiment faire une game parfaite ici. Ça va bientôt être l'heure du deuxième héros de la faille de toute façon. Donc on aura un élément pour aller emboutir la tour. Pareil sur, je pense, à peu près le même timing que le dragon des montagnes. Là, les LDC, ils ont une compo qui est tellement facile pour push. Il suffit de bien push les side lanes avec le Jess, avec la Tristana. Ils font un gros paquet au mid. La tour, elle implose. Surtout qu'ils ont une composition qui est capable de jouer en 55 largement, mais qui est aussi largement capable de side lane. Avec un Jace, avec un Ryze aussi bien, le 1-3 peut fonctionner. On peut prendre la priorité de partout, on peut mettre trop de pression sur les Easy Dream qui n'ont pas grand chose pour répondre et qui vont être sûrement forcés de tenter des arts d'engage, de tenter des bulles pour trouver des caches. Ça va être très important que Special en mid-game réussisse à trouver du pot qui ralentisse au moins les LDLCOL. Et on va peut-être avoir quelque chose à jouer là côté LDLC. On a un petit reset de Special. Après, il a sa TP pour revenir rapidement si jamais il a besoin. Mais oui, c'est... Le plan de jeu de LDLC est assez clair dans les prochaines minutes, je pense. Ou Rogue. Rogue qui veut tenter quelque chose sur Exakik, mais bon, il a ses 2 summoners, il a une tête, il a un flash, ça va être compliqué. En plus, c'est Juke du côté de Exa qui va pouvoir jump out, ultimate directement sur Viking. Et on va flash tout de même, flash out. On récupère toujours ça du côté des Easy Dream. C'est pas mal tout de même. Par contre, pendant ce temps-là, on récupère le héros de la faille. On rappelle que cette game est très importante pour la LDLCOL. S'il venait à l'emporter, il serait qualifié en playoff et ça éliminerait du coup les Game Ward et les BDS. C'est ça. Et après, eh bien, il faudra savoir qui arrive dans quel ordre en playoff parce qu'il y a encore beaucoup de choses à jouer. Et entre 5ème et ne serait-ce que 3ème place, il y a une différence monstrueuse. Il y a un BO5 entier de moins à jouer. Donc vraiment des places qui vont être très importantes. Et actuellement, en termes de win, si LDLC venait à l'emporter, il serait à égalité avec les Miss première et les Solari. Sachant qu'il se joue aujourd'hui, forcément une de ces équipes serait du coup au coude à coude avec les renards. Ah, les Solari qui ont... J'ai vu que les votes étaient partagés, les Solari qui jouent vraiment bien en ce moment. On a une très belle interview d'ailleurs de Joko et Steelback qui en ont profité pour caler quelques vannes. Forcément. Mérité évidemment. C'est de bonne guerre. C'est de très très bonne guerre. Et nous allons voir contre les Misfits qui sont pas forcément sous leur meilleur jour non plus. Ce sera aussi un match très important aujourd'hui. Donards et Eka qui vont clear la vision, qui vont commencer à préparer le premier dragon pour eux avec ce dragon des montagnes et pourquoi pas même accélérer sur la mid lane. C'est parti, héros de la faille sur un timing dragon avec cette compo qui détruit, qui décime des tours si rapidement. Peut pas faire grand chose. Le man qui s'avance maintenant niveau 12 sur son Jace.
La tourelle qui tombe et on va enchaîner assez facilement pour la LDLCOL sur ce dragon. Est-ce qu'on veut le fight du côté des Dream? J'ai l'impression que non, on va plutôt se répartir sur le top side, essayer de récupérer de la vision et essayer pourquoi pas d'aller taper cette tourelle sur la top lane du côté de Shikari. Ah, il faut qu'il récupère des golds, hein. C'est pas effectivement un deuxième dragon des montagnes qui sauvera Easy Dream. C'est pas comme s'il pouvait vraiment contester l'objectif. Et du coup, voilà, on va essayer de remettre ce Renekton un peu à flot. Ah, il va essayer de taper la tourelle, mais ça va être un petit peu tard. La LDLCOL qui ne vont pas se présenter, bien évidemment, dans cette jungle. Il y a Eclipse Manamune. Il a toujours pas son Gordrinker en face. C'est triste, sachant le début de phase lane qu'il a fait. En vrai, je suis un peu triste. C'est mal payé, hein. C'est très très mal payé. C'est bien ce que tentent les Easy Dream. Ils essayent ici, mais la LDLCOL comprennent très bien qu'il n'y a personne sur la botlane. Ils savent très bien qu'il va y avoir un trap aux alentours. Et Dan, attention tout de même à ne pas se faire piéger. Il y va vraiment méthodiquement, quoique. Il rentre tout de même dans la mêlée. C'est une méthode étrange. Mais qui fonctionne. Mais voilà, exactement. Il y a plein de méthodes, hein, et Dan a la sienne à grand coup de marteau. Et il va pouvoir repush, il est très bien senti sur ce gank. Et ça permet tranquillement à LDLC de reset, de clear la jungle et de reprendre leur position. Même le Alistar, hein, déjà chaîne de l'anathème, vraiment très très fan de cet item sur Alistar en first. Beaucoup plus qu'un Shurelia par exemple, parce que c'est l'item qui rend Alistar actuellement broken dans la méta. Beaucoup d'HP sur ce champion. C'est parfait avec son ultimate, il va avoir beaucoup de mal à tomber. Je ne sais pas qui va tuer cette bête en teamfight. Exaki et DOS d'ailleurs qui sont en train de prendre la priorité. On se répartit sur le top side. Pourquoi pas pour accélérer sur la T2. Et ouais, des renards. On a bien push la mid lane, on a bien push la top lane, on fait la rotation en prenant la jungle, en y mettant toute la vision. On joue en cross-pop de la Kai'Sa, c'est pas grave, et on vient récupérer une première T2. Et en plus avec le burst, Shikari sur cette cage d'Aika. On n'arrive pas à trouver les astropontes du côté des Special et la tour va tomber tankée par DOS. Ça avance vite, ça avance bien. Ah, on va pas au bout. Il y a une belle bulle qui a été trouvée. Est-ce qu'on arrive à défendre du côté des Easy Dream? Ça semble tout de même compliqué. On va la laisser tomber bien évidemment pendant que Exakik fait son chemin sur la mid lane. Essaye lui aussi de push, va mettre un poke sur cette T2. Au moins si l'âme récupère quelques ressources. Première tourelle du match pour les Easy Dream. Ouais, on avance tellement vite côté LDLC, on est à 6000 gold d'avance il y a quelques minutes, on est passé à 8000 maintenant. Très propre leur game. Leur early game, il y avait quelques petits défauts en termes de phase de lane pure et dure, mais vraiment leur mid game ici, leur fin early game aussi était vraiment assez clean. C'est dommage parce que vraiment les 6 premières minutes qui étaient où on voyait cette pression de lane pour Easy Dream qui malheureusement après un move s'est retourné contre eux, les DLC sont arrivés au moment où leur champion reprenait le dessus avec en plus l'avantage au gold et je pense un bel avantage de tempo. Et LDLC qui est un très bien puni et deux je trouve qui mène très très bien son plan de jeu. Il laisse quand même assez peu d'ouverture à Easy Dream. Toutes les tentatives de Fog, toutes les tentatives de Gant, il n'y en a aucune qui a abouti. Ça me rappelle un petit peu la game d'hier, je crois qu'on a casté ensemble en plus de MCS Misfits. Où justement les MCS avaient fait un très bon early game, ils se sont raté un move et après les Misfits ont pris les devants et c'était terminé, les MCS étaient totalement... Ils se sont éteints MCS, Easy Dream on peut pas dire qu'ils se soient éteints, ils tentent des choses, ils tentent un peu de défendre, vraiment MCS je pense qu'ils ont cessé d'exister à un moment de la partie. En tout cas on voit que ce soit pour LDLC ou Misfits, les games pour passer en playoff sont très importantes, ils sont extrêmement bien tryhard, bien préparés aussi. On ne laisse absolument rien au hasard pour ces deux équipes. Et maintenant on prépare ce Baron Nashor, déjà beaucoup de pink ward positionnés, la vision du côté des renards est absolument parfaite. Et on est bien en train de repush au bot, on prend pas de risque pour Dan. Attention à cette petite ward qui pourrait éventuellement être dangereuse. Et Dan qui recule, il lui manque de l'info et il a bien raison, voilà il y avait Special qui était là, juste à côté en train d'essayer de lui tendre un guet-apens. Et ils sont très très bien le coup. L'expérience du joueur. Tout à fait, DOS qui va partir à l'agression sur Rogue, pourquoi pas, on le force à reculer, en tout cas on prend encore de la vision de plus en plus deep. Pour la LDLCOL, on est forcé de reculer pour le Phoenix Blue, on va récupérer en plus de cela les camps. Et on voit toujours Dan qui respecte au cas où, et il a totalement raison parce que Special continue de Shadow Shikari. Ouais, et si à un moment il arrive à obtenir l'information, on peut lancer un call sur la T2, on peut lancer peut-être un call sur le Baron Nashor. Sauf que le Baron Nashor tombe extrêmement vite avec des champions comme Ryze et Tristana. Dan continue de respecter, qui sent évidemment l'embuscade. On pourrait démarrer ce Baron Nashor d'ailleurs, hein, du côté d'Altelsel, on le fait vraiment super rapidement. Avec Ryze et Tristana, effectivement, même si Dan il recule, il TP en cours de route avec Eclipse, il le pulvérise ce Baron Nashor. J'ai plus l'impression qu'on va jouer un timing dragon avant, qui sera assez facile à faire. On ne prend aucun risque. On ne laisse absolument rien au hasard, on va juste push la mid lane. Récupérer le dragon comme tu l'as dit, on attend peut-être les 3 items, on veut vraiment être safe, on attend peut-être une Muramana si on veut du côté de Dan
histoire de l'avoir bien stacké. Ils sont pas pressés par le temps non plus en fait. Je pense qu'ils ont à aucun moment peur de se faire outscale avec leur compo, avec leur Tristana, avec leur Ryze. Du tout. Donc ils peuvent prendre le temps les DLC de jouer de façon optimale et d'attendre. Voilà le fake de Shika. Il le Dominus, les dégâts sont excellents. Il devrait pas s'en sortir avec le burst shot de fin d'Exakik. Les dégâts ce Renekton en mousse ici qui tombe directement et on push de suite sur la mid lane du côté d'LDLC. On va même essayer d'accélérer la wave ou d'accélérer pourquoi pas sur Silam qui a été obligé de flash out ici. La T2 va tomber instantanément. Pendant ce temps là le Jesse de Dandan fait un très bon boulot. Attention à cet engage de Viking, on arrive à se repositionner, à prendre la T2, toutes les tourelles extérieures sont tombées côté Easy Dream, on vient même attaquer les tourelles d'inhibiteur. Est-ce qu'on se ravise LDLC pour aller jouer Dragon Baron? Attention pour LDLC, si on reste trop longtemps, il y a une téléportation de Shikari dans 5 secondes et voilà, ils respectent, ils vont reculer, ils vont prendre le Drake, ils vont enchaîner la belle bulle trouvée sur Exakik qui le force dash out. Que s'est-il passé pour LDLC? C'est... Enfin... La rage de vaincre. C'est vraiment ça, hein. Ils ont été turbo boostés et ils jouent parfaitement. C'est-à-dire ils disengagent quand il faut, ils s'attardent pas, ils font les bonnes rotations, ils font les bons pick-up, ils forcent les Easy Dream à la faute avec un Feshek Nashor. Rien à dire. Je te rejoins. On les avait vus durant ce Summer Split monter en puissance, on a vu vraiment de très bonnes games, on avait vu aussi pas mal de défauts en mid-game, pas mal de petites erreurs. Dans cette game en tout cas on ne les voit pas, ça a été corrigé. Les Easy Dream qui tentent la tout de même. En vrai, le call est intelligent. Ouais. Maintenant, il ne va sûrement pas passer. Quoique, Eka tout de même back. Et j'ai l'impression qu'on vient de les curse assez dur là. Non, on leur a fait trop de compliments d'un coup et ils en ont, les LDC, en ont oublié leur baron Nashor. On va arriver beaucoup trop tard et on va voir le poteau rose ici. Un style Alistar, ça nous aurait mis bien. Ça nous aurait mis très très bien, évidemment. La référence est parfaite. Viking qui va se faire catch tout de même par de splash out instantané de Viking qui va tomber tout de même. Attention à Exakik qui essaie de fermer la porte maintenant sur Rogue. Les dégâts sont monstrueux sur Elona qui elle aussi va tomber. Double kill pour Donards. Bon, on récupère du kill, ça peut éventuellement permettre de tout de même aller chercher la T3 sur la mid lane. Mais on s'est assoupi, on les a hard curse. C'est dommage parce que pour le coup ils avaient vraiment une game qui aurait pu être référence pour eux. Bon après c'est contre Easy Dream donc c'est peut-être pas forcément la game référence pour LDLC, mais globalement c'est une game vraiment clean. C'est dommage de faire plus référence maintenant. C'est plus référence forcément, mais tout de même on va tout de même push sur cette mid lane. T3 qui va tomber, T3 top lane aussi qui va suivre et 2 inhibiteurs devraient être récupérés par les renards. Bon, c'est pas pour autant voilà, que ce Baron Nashor permettra de se sauver côté Easy Dream. On va pouvoir reset. Ils peuvent acheter un peu de temps, il y a 2 inhibiteurs qui sont tombés, ils vont pouvoir pas mal farmer, il n'y a pas d'âme encore des dragons, donc en réalité avec 2 inhibiteurs down et le fait qu'ils aient le Baron Nashor, s'ils arrivent à bien gérer les prochaines minutes, les Dream peuvent s'en mettre plein les poches, mais bon le comeback est très très loin. Les LDLC vont pas les laisser farmer indéfiniment sous les inhibiteurs, ça va être voilà, un reset, on va push à 5 au bot et on va pas se poser de questions, peut-être juste un tout petit peu accompagner la mid lane, mais ça ira pas plus loin. En termes de reset, c'est peut-être le moment d'acheter des stopwatch. Exakik en a récupéré une. Du côté de Dandan, je pense que ça pourrait être intéressant d'en avoir une aussi de son côté, histoire de vraiment empêcher le comeback des Easy Dream. Stopwatch aussi acheté par le Viego de Donards. Et on voit une potion du côté de Eka qui veut jouer très agressif. C'est le rush de fin. C'est le rush de fin. Hein. Ils sont là pour finir sur ce push, pas le prochain. Et on va commencer par tranquillement chasser Spécial qui s'est peut-être attardé un petit peu. DOS qui est en route. Bah frérot. Frérot un ultimate de type monsieur DOS. Un ultimate de type précipité. Donards qui enchaîne directement sur Viking. Les dégâts sont bons. Attention tout de même à ne pas prendre le burst, mais cette fameuse stopwatch qui fonctionne très très bien ici. Exakik le flash in sur Viking. Les dégâts sont conséquents. Il va tomber directement Herog maintenant et tout seul dans la mêlée. Ils ont tenté cette défense, les Easy Dream, ils ont tenté ce pick-up, mais il y a tellement de différence au gold, il y a tellement de stuff chez LDLC, on n'a plus qu'à faire avancer la vague, on l'a un petit peu oublié en cours de route avec toute cette histoire. Ils vont mettre un petit peu de temps tout de même, il faut que Dandan aille la chercher. Les Easy Dream qui auront quasiment respawn d'ici là, 15 secondes sur Viking, 15 secondes sur Rogue. On peut encore défendre, on peut encore y croire pour le Phoenix. Il va falloir trouver comment gérer et le push LDLC sur la bot lane et les doubles méga sbires qui arrivent au top. La mid lane devrait pas trop tarder non plus à arriver. Voilà, on se regroupe. Je pense pas qu'il y ait une défense possible et imaginable côté Easy Dream. La Hive est petite mais elle suffira tout de même puisqu'il y a un canon ici. Et la tourelle va tomber en leur faveur. Il faut continuer d'avancer maintenant pour LDLC. Ils peuvent tempo le temps que les méga sbires arrivent et force les Easy Dream à aller défendre les tourelles du Nexus. Et on va avancer, le poke de Dandan qui est excellent, qui fait tellement mal. Spécial qui n'arrive pas à trouver l'Astropong, on a besoin de son poke côté Easy Dream.
Atos qui menace ici avec son Alistar et la récupération ultimate. Le poke de Dandan encore une fois sur Special. Forcé de rentrer à la base maintenant et on va jouer contre 3 waves. On va jouer en plus contre 5 joueurs LDLC, ça devient très compliqué pour les Idrim. Téléportation du Renekton, on tente un flank. Ouais. Il est là, le flank. Le flank de Shikari, attention Shikari. Forcé au dash out, le combo de DOS qui laisse un petit peu à désirer ici, mais c'est Rogue qui va tomber directement sous les coups du Rise de Eka et on continue sur Viking qui se fait flash in, qui prend tout, flash in aussi de Eka. On met tout du côté des LDLC et on sécurise sa place en playoff de LFL. Mérité LDLC qui nous fait un finish de saison somptueux. Ça me fait vraiment très plaisir de revoir le renard dans le top 5 des équipes françaises. Voilà, il nous avait manqué. Ouais, ça a pas mal changé. Du coup, Solari LDLC en playoff. Pas de Game World, pas de BDS malheureusement pour eux. On va voir comment ils vont jouer tout de même le reste de la soirée. Puisque pour le top 5, il y a encore beaucoup d'enjeux, mais aussi pour des potentielles relégations avec la division 2 entre Gamers Origin et MCS. Il reste des enjeux dans le bas de classement. Oui, il en reste un peu partout puisque cette saison ne se terminera que très tard. En plus, il y a tout ce qui est la Coupe de France, Monaco, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir. On va les débriefer et discuter de ce match en plateau d'analyse et on va envoyer tout ça à Twix. Merci messieurs, félicitations au LDLCOL qui sont donc la dernière équipe à valider les playoffs pour ce Summer Split 2021 de LFL. On va pouvoir débriefer de ce superbe match ensemble et on accueille bien sûr pour commencer le colosse bien sûr, monsieur Tentacool, monsieur Robalas. Comment ça Roba ? Bah ça va très bien, j'ai pu profiter d'un event hier, donc c'était pas mal, semaine qui commence bien. Très bien, bah on est ravis que tu sois en forme parce qu'on a une belle semaine qui se poursuit. Malheureusement, la course au playoff est déjà terminée. Alors, on a notre top 5. LDLCOL sera la 5e équipe. Une petite réaction, messieurs, avant qu'on passe un petit peu plus au match. Bah juste GGAE, honnêtement, ils ont été un petit peu tourmentés. Voilà, les petits Yumi Mundo qui se jouent à une petite erreur. La défaite là, après la pause, ça devait être pas facile à digérer pour eux. Et malgré ça, ils ont su rester en forme et au top. Donc GG est mérité, honnêtement. Toi, Robalas, c'est l'équipe que tu voyais clinch ce spot ou t'étais plus Game World, BDS, peut-être même Géo ? Bah, en vrai, moi je m'attendais, depuis le début du split, je disais que je m'attendais quand même à voir Géo monter en puissance sur le split. Bon là, ils sont plus en train de se battre pour... Ils sont montés, mais ça a été un peu éphémère. Ouais, ils ont eu quelques bonnes games, mais il y a eu aussi quelques désillusions à droite à gauche. En vrai, je pense que LDLC ont été assez solides tout le split. Comme a dit Marex, il y a eu ce Yumi Mundo qui était honnêtement proche d'avoir des victoires. Hein. C'était pas forcément trop mauvais. Je pense que c'était du bon scouting au niveau des scrims, tout ça, certainement. Donc ouais, assez content pour les LDLC qui retrouvent un petit peu le chemin des playoffs. C'est une équipe qui a quand même un gros passif en Ligue française. Ah, c'est certain. C'est un petit peu le titan de LFL, car avant qu'il y ait qu'il y ait beaucoup plus de dieux portés sur la LFL, effectivement, c'était un petit peu le territoire en 2019 de LDLCOL, en 2020 plutôt de Gamers Origin, et même si le sprint final n'a pas été effectué, mais LDLCOL, ils n'ont pas fait exactement la même chose que ce qu'a fait la Carmine, mais ils ont gagné 2 splits, ils ont gagné également les EU Masters. Enfin, il s'est passé beaucoup de belles choses pour les renards. Donc, vraiment à ne pas prendre à la légère à l'arrivée dans ces playoffs, mais on aura l'occasion d'en reparler. Débrief du match, honnêtement, ça va être assez simple. On est à peu près tous d'accord pour dire que le match était plus ou moins joué d'avance à partir du moment où il s'est passé des choses mid lane. Ouais, belle draft. On a voulu la jouer clean côté LDLC, ça a bien déroulé. On a manqué de réussite pour les T-Dream là où ils ont essayé de tuer le Alistar. Il a survécu. Derrière, on meurt. Le Jace prend une belle avance, sachant que tout le monde était plutôt bien dans la map, qu'on avait bien draft, des bons match-ups. Derrière, c'était facile de dérouler parce qu'on a ce combo Rise Alistar vraiment, et même Tristana très bon pour vraiment lock et tuer quelqu'un. Ça offrait toujours des resets au Viego et leur draft était tout simplement supérieur. Il y avait beaucoup d'éléments positifs pour les. On notera quand même la belle défense des Easy Dream. Voilà, on a subtilisé un Baron Nashor. On est resté combatif. On a terminé la saison sur des notes positives également. On a terminé presque en série de victoires en quelque sorte. Et on a ici le récap de dégâts aux champions. Et donc on faisait référence au mouvement mid. Et voilà, on avait principalement Shikari qui était au cœur de ce mouvement parce qu'il a investi sa téléportation, n'a pas pu transformer. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que Dandan effectivement a pris le contrôle de ce match-up en side lane. 1719 points de dégâts. Ouais, bah après c'est Renekton. Petite game. Il me semble qu'il était blind pick le Renekton, donc Renekton blind pick, il a investi TP mid, le move se passe pas bien, il perd une full wave, on prend des plates sur le Jace, compliqué derrière de
de faire quoi que ce soit pour lui. Mais en vrai, combatif quand même, les Easy Dream, qui ont montré un solide visage, même s'ils ont eu cette défaite aujourd'hui, c'est quand même de bon augure pour la relégation pour eux qui les attend. Donc Tout à fait. force aussi aux Easy Dream, même s'ils perdent ce soir, ils ont quand même montré qu'ils étaient là, ils ont réussi à nous faire quelques upsets, ça fait des changements pour les playoffs, donc ils ont l'air quand même assez préparés pour la relégation. Ils sont pas endormis clairement et les équipes montantes de Division 2 vont avoir beaucoup à faire, mais ils ne connaissent pour l'instant qu'un seul de leurs adversaires, un seul Easy Dream est véritablement validé en relégation et on aura le nom normalement du second, peut-être à la fin du match, à la fin de la soirée avec le match MCES contre Gamers Origin. Messieurs, moment délicat. La validation du MVPisme. Alors, j'essaye de faire appel de l'œil un petit peu à Tréton, à Noisière, histoire de récupérer leur vote. Mais c'est compliqué. Alors, on parlait de Eka, on parlait de Dan, on parlait de Donart aussi qui fait une assez bonne game. On parlait de Exa également. DOS, on est un peu plus en retrait quand même. Il y a eu quelques petites bavures, mais ça peut se discuter aussi. Tous les LDLSOL, on reste bien joué. T'aurais dit quoi, toi, Tréton? Exa pour la Tristana, mais... Moi, j'ai déjà fait mon choix, donc je me prononcerai en dernier pour pas influencer. Quoi. Mais moi, j'ai 2 rôles plus ou moins en tête. C'est un seul. Juste. Ouais, mais bon, c'est... Non, mais pour je vais dire 0,5 sur les... Ouais, mais t'arrêtes de faire chier. J'ai 5. Ah ouais, désolé. Ah ok, bah my bad. Vas-y, j'y vais. Moi, j'aurais donné à Exa, moi aussi. À Exa Kick, très bien. On a déjà 2 voix. Marex, veux-tu révéler éventuellement? Bah moi j'aurais dit top ou AD, donc voilà. Top ou AD, très bien. Je vois Noisière, Exa Kick. Bah écoutez, le vote a été transmis. Exa, félicitations. C'était dur honnêtement de choisir, puisque le match s'est joué relativement rapido, mais Eka, ça aurait été extrêmement clutch qui récupère ce petit puntos parce qu'il serait passé premier en pole position des MVP à un match de la fin de la saison régulière. Eka demain faut qu'il sorte un Z turbo, un V9 la game, et MVP of the split. Hein. Mais Exakik l'a pas volé quand même, mais encore une fois il y avait beaucoup de candidats possibles. On va pouvoir accueillir le légendaire Jérémy sur le plateau. C'est Eka qui répond à notre micro, qui répond à notre interview. Bonsoir Eka, félicitations, retour en playoff pour les Renards. On te voit souriant. On est ravis de te voir comme ça. J'étais vraiment content parce que j'ai eu l'occasion de te croiser à Aix-en-Provence. C'était bien sûr un peu plus compliqué. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Hello, ouais, bah clairement. Ouais, on parle pas de Aix, c'est dans le passé maintenant. Mais ouais, clairement, super content d'être en playoff, quoi. Bah écoutez, vous l'avez vraiment mérité. Quel superbe retour dans ce Summer Split, que ce soit au niveau individuel te concernant, que ce soit au niveau collectif. Vous êtes vraiment dans une période qui semble tout à fait radieuse, créatif, extrêmement proactif. C'est une version de LDLCOL qui fait peur. Et toi, tu as beaucoup d'expérience justement sur la scène française. Et nous aimerions savoir comment tu te sens si tu juges par rapport à ton énorme expérience et notamment ton année 2019 qui fut lourdement couronnée. Tu veux dire comment je me sens overall avec l'année ou... Tout à fait, voilà, par rapport au split précédent, est-ce que tu te sens plus fort que le EK d'il y a quelques années? Actuellement, je pense que oui. En tout cas, meilleur qu'en 2019. Après, sinon, si on devait comparer, bah, en vrai, c'est assez dur à comparer parce que les line-ups sont complètement différentes. Bien sûr. On avait des styles de jeu différents. Mais c'est vrai qu'on a commencé vraiment le Spring Split, on a fait 9e. Je me souviens plus de notre ratio de victoire, mais c'était vraiment pas dingos. Et là, le fait qu'on arrive à se qualifier en playoff et qu'on arrive juste à jouer en équipe et être soudés et juste faire en fait, même nous, quand on joue, on ressent qu'on joue bien ensemble et qu'on aime jouer ensemble. Et ça fait vraiment toute la différence. Ça m'a rappelé un peu 2019, justement, dans la façon dont on joue et dont on prend les décisions, quoi. Écoute, on est vraiment ravis de l'apprendre. Tu pourrais nous faire un petit descriptif un petit peu de l'écosystème LDLCOL, par exemple un mot pour définir un petit peu tes coéquipiers, quel rôle tu as, Dan c'est quel genre un petit peu dans les games, même chose pour Donarts, qu'on ait un petit peu plus d'inside de ce qui se passe sur la faille de l'invocateur de votre côté. C'est dur. Un mot, je te mets bien, hein. Je te mets très bien. Ouais. Un mot, Dan, je dirais, c'est le plus sérieux. Ok. De l'équipe. Donars, je dirais, peut-être pas en rapport avec la game en tout cas, mais je dirais un peu le clown. Il aime bien faire rire la galerie, etc. Moi, je sais pas, honnêtement, c'est dur.
Ah, si, ils C'est la aiment bien bonne dire. réponse. Ok, ils aiment bien dire que je suis la maman parce que je fais beaucoup de choses pour l'équipe, mais ouais, sinon ça serait le seul mot que je dirais. Après, Exakik, c'est le petit frère trop chiant qui est tout le temps là Le derrière. cringe. Le cringe. Non, il est vraiment super, on s'en sent super bien. Je dirais Exa ambitieux et DOS Alistar, quoi. Il ne manque pas assez la mid lane, hein. Tu peux Ouais, également non, voilà, c'est ça. Ouais, non, diffamer tes coéquipiers, c'est non, tout DOS, à fait. C'est chaud parce que tu vois, justement, en ce moment, là, par exemple, cette game, j'avais toujours peur. Je vois brouillard de guerre. Ouais. Je demande où est Léona. Il me dit, bah, elle peut être mid. Et mon support, il twerk en bot lane. Je suis en mode, ah ouais, mais c'est bon aussi. Enfin, fais Ouais, ton job, quoi. Aide-moi mid. Non, non. ça s'est bien passé quand même de ton côté, petit Rise sans téléportation en plus, donc tu avais une lourde tâche. Messieurs, je te vois Robalas, vas-y, je t'en prie. Ouais, bah moi j'avais une question, c'était un peu par rapport du coup à l'arrivée de Donards et DOS. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de leur arrivée, de ce que ça a changé dans l'équipe? Est-ce que un peu, parce que c'est un peu quand même des vieux briscards, ils sont là depuis un petit moment quand même. Est-ce que c'est ces deux joueurs qui vous ont apporté beaucoup niveau expérience? Est-ce qu'au niveau du shot calling ça vous a aidé? Est-ce que tu penses qu'ils ont joué un rôle important dans le changement qu'il y a eu entre le LDLC du Spring et du Summer? En vrai, c'est une bonne question. Je pense que c'est surtout un tout, dans le sens où ils sont assez expérimentés, mais je pense pas que c'est vraiment leur grosse plus-value dans notre équipe. Je pense que Donars, il apporte beaucoup plus, on va dire, en early game, en early passing, etc. Il sait vraiment quoi faire et il nous communique bien ce qu'il a envie de faire et ce que l'ennemi en fait peut faire. Et DOS, bah, avec Exa, il joue juste bien en bot lane. Mais du coup, ouais, je pense que juste le changement d'ambiance, de cohésion de groupe, etc. Je pense que c'était important qu'on change quelque chose après le Spring et le Summer parce que en fait, à la fin du Spring, on a eu un peu un manque de confiance entre chaque joueur, etc. Et ça peut vraiment briser, on va dire, tout simplement une équipe. Juste par rapport, tu sais, tu fais un play et si tu te poses une question, bah, c'est une microseconde, ça fait faire la différence. Du coup, je pense que là, on a une bonne cohésion de groupe. Ils ont apporté, on est beaucoup plus soudés, on fait plus de choses ensemble. Enfin, voilà, je dirais qu'on joue plus comme une équipe, en fait. On agit plus comme une équipe maintenant qu'avant, et je pense que c'est la grosse différence. Et ça se sent effectivement sur la faille. Et ne serait-ce que pour rebondir, encore une fois, je rentre pas dans le débat, mais ce qu'il s'est passé avec Aix-en-Provence, décision contestée, etc. Le fait de rebondir et de maintenir finalement l'effort jusqu'au bout, ça prouve bien que quand même vous avez un certain team spirit. Donc félicitations à ce niveau-là. Rexma, je t'en prie. Ouais, j'ai une petite question pour revenir un peu sur ce dont vous avez parlé avec Robalas. C'est je trouve qu'en mid-late game, vous jouez vraiment très très bien en fonction de vos win conditions et celles des adversaires, même mieux que parfois certaines des top teams en LFL. Et du coup, par rapport à la communication, ça se passe comment en mid-late game quand il y a des calls clutch et tout? Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment libéré, que vous n'êtes pas stressé, vous ne choquez pas. On voit même parfois, je me rappelle de DOS à un moment qui arrête de bouger et qui lâche une émote à 30 minutes de jeu en mode chill, je suis mort. Du coup, voilà. Bah, en soi, je t'avoue que j'arriverai pas à trop te répondre parce que ça dépend vraiment de nos champions. Par exemple, si on joue à un speed pusher, etc. En fait, la personne qui va avoir les ressources, qui sait quoi faire, il va communiquer la plupart du temps. Par exemple, moi, si je suis avec un speed pusher ou un flanker, dans la plupart du temps, je dis ce que j'ai envie de faire et comment on veut fight en late game. Et par exemple, Dany, s'il est vraiment fort sur GP, etc., c'est pareil. Par exemple, la game de Xerath et GP, c'est juste nous, les solo lane. Enfin, Dany, on s'est dit comment. En fait, on a dit comment on voulait fight. Et dès qu'on a vu que ça se passait très bien et qu'on pouvait dérouler comme ça, on l'a fait tout le temps. Et c'est juste. En fait, ça paraît normal et pour nous, du coup, on le fait instinctivement. Mais après, ça n'empêche pas qu'on soit stressé aussi en late game. C'est juste que peut-être qu'on a plus de réussite aussi en late game, je sais pas. Mais je pense que ça joue pas mal aussi notre expérience, quoi. Ouais, bien sûr. Tu l'as dit. En fait, vous passez un petit peu la parole selon le personnage, chacun qui connaît ses limites, et c'est peut-être ça qui fait que ça marche bien. Il y a pas de main shot caller. C'est comme tu l'as dit, celui qui a les clés qui les partage et
Et ça passe Team bien en Spirit, game. Fox Spirit, si je reprends bien sûr le C'est ça. mojo de LDLCL. En tout cas, Eka, voilà, on est ravis de te voir tout particulièrement souriant et surtout, voilà, on est, et je pense que je parle au nom de tout le casting crew, on est très admiratif vis-à-vis du rebond qui est le tien, à un titre individuel bien sûr, parce qu'on sait que l'Amérique du Nord, ces fichus boosted, voilà, ils ont été vraiment infâmes, et te voir maintenant vraiment de retour avec voilà, un comportement un petit peu orgueilleux, si j'ose dire, sur le terrain en tout cas. Voilà, tu es un mid laner qui quand même prend beaucoup de place et s'impose beaucoup. On tenait à te féliciter tout particulièrement pour tout ce chemin parcouru. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Je te laisse conclure l'interview si tu veux faire des big up, Eka, avant qu'on te laisse. Il y a quand même un match demain, puis la soirée continue. Hein. Ouais. Bah, juste, merci à tous ceux qui nous ont supportés entre le Spring et le Summer, parce que c'est sûr que c'était des saisons particulières, on va dire. C'est du ascenseur émotionnel, on va dire, entre les deux splits. Du coup, on veut vraiment vous remercier. Ça fait vraiment plaisir de recevoir des messages comme ça. Et on espère que ça ne sera pas fini, qu'on va aller le plus loin possible. Et clairement, maintenant, les BO5, c'est notre comfort zone maintenant. Allez, on a hâte de vous découvrir en BO5, toute cette créativité que vous nous avez montrée tout au long de la saison. On veut voir ce que ça donne, on vous souhaite le maximum de réussite, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler de ces best of 5, mais pour l'instant, bien sûr, les yeux portés sur le dernier match de votre saison pour essayer d'accrocher de plus en plus haut, bien sûr, votre run des playoffs. Félicitations Eka, félicitations bien sûr à l'équipe, et puis bonne soirée, célébrez bien. Bonne soirée à vous, merci. Bisous, Salut bisous. Eka. Voilà, donc Eka, pas besoin de traduire, bien sûr, c'est une interview en français, qu'est-ce que je raconte. Et donc du coup, voilà, un joueur qu'on apprécie beaucoup, un joueur emblématique de la scène française. Si jamais vous découvrez la scène française, voilà, avec la LFL de cette année, sachez que voilà, Eka et pas mal d'autres joueurs qu'on peut citer, mais ici on prend l'exemple de Eka, vraiment un vieux briscard pour reprendre ton terme. Et il a fait beaucoup, il a beaucoup gagné, et effectivement le revoir rebondir, moi je trouve ça vachement impressionnant après tout ce qui s'est passé. Je trouve ça ouf. Ouais, ça force le respect en vrai. Quand il n'a pas eu une année facile en NA, le split précédent, je pense que il a dû faire un petit peu le dos rond, beaucoup de critiques, ça se passait pas forcément très bien. Et là, il est en route pour potentiellement être MVP du split. Fait des très grosses games, pool de champions assez variés. On l'a vu sur beaucoup de styles différents. Donc respect à Eka qui est là depuis petit paquet d'années. Petit paquet d'années, on est bien d'accord. Gros respect à Eka, gros respect bien sûr pour les LDLCL et malheureusement bien sûr pour les Game Ward. L'aventure s'arrête ici, mais il y a quand même un match à disputer. C'est le prochain match de notre soirée. C'est, si je ne me trompe pas, Carnage, tu me corriges, Vitality B contre Game Ward. Effectivement, je l'avais, il était juste. Donc on va voir ce que ça donne bien sûr pour les Vitality B. Il y a beaucoup à jouer bien entendu. Il y a toujours cette première place à potentiellement shipper à la K-Corp. Ils n'ont pas toutes les clés en main, mais bon, ça passera quoi qu'il arrive pour une victoire. Vitality B contre Game Ward, c'est dans quelques instants sur OTP, à tout de suite. Attention à Viking qui prend beaucoup de dégâts, le flash de Berserk très bon. Viking qui est en difficulté sur le dessus, par contre Silam qui met son DPS, attention à ce Zig, les dégâts sont excellents. Viking, lui ne tombera pas pour le moment. Shikari qui dans la mêlée fait le travail. Il ne reste que Idax le hook encore une fois du côté de Rogue. Attention à Idax, attention à cet Aphelios, c'est récupéré par le Zix. Spécial qui met d'énormes dégâts, qui va faire tomber Idax. Il a Vergea et la game. Avec Abou qui retourne, Aboubou qui prend l'âme ici et qui pourrait faire troubler les Athletech derrière. Blackrock qui s'élance contre Décidéré, avalé par Lingui, mais pour combien de temps encore? Blackrock qui n'arrête pas de DPSer, Aku qui prendra le relais, Evan qui est maintenant le réel carry avec Deimos, mais Deimos n'a besoin de personne. C'est mis derrière Jedi qui a un peu pris DPS, il commence à focus Tertus. Woolite de son côté fait exactement la même, l'ultime de Bolivia qui arrive à temporiser avec le stopwatch. Jedi qui Woolite, les deux boss de ce teamfight, les AD carry sont intouchés. Oh le casse-tête est incroyable. C'est qui vient clean up le fight, le Q-Spell de Skins qui a été tag sur le Drake. Il va le récupérer, donc c'est Zikor qui l'a récupéré.